Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre ce matin l'audition de Pierre Moscovici devant le Parlement européen. L'ancien patron de Bercy a été désigné pour le poste de commissaire aux affaires économiques, un poste qui doit encore être confirmé par un ultime vote. Et vous allez le voir, ce vote n'est pas acquis. L'ancien ministre a dû faire face, lors de cette audition, à une franche hostilité de la droite, une droite sceptique sur sa capacité à juger avec neutralité l'état des finances françaises. À l'exception des socialistes, aucun groupe n'a soutenu sa candidature. Pierre Moscovici dans le collimateur de la droite, notamment allemande et française, pour avoir été le ministre des Finances d'un pays qu'il juge incapable de réduire ses déficits publics. Alors vous allez le voir lors de cette audition, Pierre Moscovici a promis qu'il ne serait ni l'avocat ni le procureur de la France. Tout de suite, on l'écoute. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver ce Parlement où j'ai siégé à 2 reprises ces 20 dernières années, un Parlement dont je connais et salue le rôle politique essentiel. Je me prépare pour les fonctions de commissaire aux affaires économiques et financières, mais aussi à la fiscalité, à l'union douanière, dans la commission de Jean-Claude Juncker. Je le fais avec la fierté de quelqu'un qui s'apprête à servir totalement l'intérêt général européen. Je m'y suis préparé avec humilité et surtout avec le sentiment d'une responsabilité immense face aux défis politiques et économiques que nous, Européens, nous devons relever. J'ai une conviction politique profonde. Nous sommes l'Europe de la dernière chance. Cette conviction, je l'ai forgée au fil d'une expérience où les affaires européennes ont toujours tenu le premier plan. J'ai été député européen, vice-président de votre Parlement, ministre des Affaires européennes, vice-président de la Commission pour les affaires européennes de l'Assemblée nationale française. Enfin, ces 2 dernières années, ministre de l'économie et des finances de la France. Par toute mon histoire, par toutes mes fibres, je suis profondément européen. L'Europe, à mes yeux, permettez-moi de le dire, c'est la grande épopée politique de notre siècle. Je crois fondamentalement que nos différences nous enrichissent, que le rapprochement des peuples est un bien en soi, que nous sommes plus forts quand nous parlons d'une seule voix. J'ai la conviction que l'idée européenne nous a permis de mettre derrière nous le passé tragique de ce continent. En ce moment même, nous célébrons avec émotion, partout en Europe, le centenaire de la Première Guerre mondiale et les 70 ans du début de la libération de la barbarie nazie. Ça nous rappelle une chose essentielle, qui est que l'Europe est née pour sortir du chaos. Et d'ailleurs, ce chaos est encore aujourd'hui à nos portes. J'ai des racines, polonaises par ma mère, roumaines par mon père. Je viens d'une famille qui a vécu les errances du monde d'hier, dont parlait Stefan Zweig, et qui a connu la tragédie insondable de la Shoah. Je suis convaincu que la réunification de notre continent, en 2004, puis en 2007, à laquelle j'ai contribué comme rapporteur pour l'adhésion de la Roumanie, le pays où est né mon père, c'est un moment historique pour la civilisation européenne. En clair, être acteur du projet européen, hier comme aujourd'hui comme demain, ça a pour moi un sens politique profond et, si vous me permettez de l'ajouter, ça a un sens personnel très profond. En même temps, je sais que de moins en moins de nos concitoyens partagent cette vision. Il faut le reconnaître, l'Europe n'est plus une évidence pour tous. Beaucoup de citoyens aujourd'hui sont déçus, d'abord parce qu'ils pensent que l'Europe n'a pas su les protéger et engendrer les progrès nécessaires. Ce rejet de l'Europe, ce sentiment d'une impuissance économique et d'une inefficacité politique, je les vois comme élus monter depuis des années, notamment dans les milieux populaires et aussi chez les ouvriers, et je ne m'y résigne pas. Mesdames et Messieurs les députés, nous ne pouvons pas demander à nos concitoyens, à la jeunesse européenne, de faire encore preuve de patience. Aux citoyens frappés par la crise économique, jeunes, plus âgés, femmes, hommes, dans tous nos pays, nous ne pouvons plus simplement répondre par la célébration de la paix et de la réconciliation
entre les ennemis d'hier, qui sont devenus des amis indissolubles par l'Europe. Aujourd'hui, ce qu'on attend de nous, c'est autre chose. Ce sont des résultats. Et je veux y contribuer pleinement avec votre soutien. Évidemment, nous devons être du côté de l'espoir, du côté de la volonté politique. C'est mon message aujourd'hui. Et ça va le rester durant tout mon mandat à la Commission. L'Europe a engorgé des avancées ces dernières années. Je me souviens de l'émotion ressentie dans l'hémicycle de ce Parlement européen le jour de l'élargissement en 2004. Je me souviens plus près de nous de longues nuits à l'Eurogroupe ou à l'Ecofin ces 2 dernières années. Alors, il y avait un vrai doute existentiel qui planait sur l'euro. Et on se retrouvait toutes les semaines pour éviter l'éclatement de la zone euro et la faillite des banques. Avec l'aide précieuse, je dirais même cruciale, de la Banque centrale européenne, aujourd'hui, les spéculations sur l'éclatement de la zone euro ont cessé. Les pays sous programme ont consenti des sacrifices douloureux pour leur peuple et ils se redressent. L'union bancaire est aujourd'hui sur les rails et elle va assurer à terme une meilleure stabilité financière à l'Europe. Les déficits publics dans l'Union se sont réduits. La zone euro continue de s'étendre. Ces dernières années, j'ai participé à tous ces combats et l'Européen passionné que je suis en est fier. En même temps, il faut avoir la modestie de reconnaître que si la stabilité financière et budgétaire est un impératif absolu, nous sommes avant tout attendus par nos concitoyens sur le progrès social, sur la croissance, sur l'emploi. Nous avons un défi qui est de conjurer la menace du déclin économique de notre continent et pour ça, nous devons nous battre tous ensemble. C'est comme ça que je conçois ma responsabilité. C'est comme ça que je conçois mon travail avec vous. Mesdames et Messieurs les députés, je suis heureux aujourd'hui de me mettre totalement au service de l'intérêt général européen, de travailler dans la Commission européenne, qui est pour moi le véritable cœur, avec le Parlement, de la méthode communautaire. Et je m'y sens prêt. Cet engagement, je l'ai discuté avec le président Juncker dès le lendemain des élections européennes. Je me réjouis d'entrer dans son équipe. J'ai la volonté d'y travailler en parfaite coopération avec mes collègues, vice-présidents et commissaires. Parce qu'il faudra l'intelligence de tous et la détermination de chacun pour sortir l'Europe de sa crise actuelle. Je suis totalement disponible pour y contribuer, à ma juste place, dans l'esprit de collégialité qui fait la force unique de la Commission. Je connais bien le rôle de cette institution et des commissaires. Je veux d'ailleurs saluer l'excellente coopération que j'ai eue comme ministre avec mes 2 prédécesseurs, Olli Rehn et Algirdas Šemeta, ainsi qu'avec Michel Barnier, dans la genèse de l'Union bancaire. Mesdames et Messieurs les députés, nous avons devant nous beaucoup de chantiers et je veux les conduire avec votre soutien, avec l'exigence politique, démocratique du Parlement que je connais. Notre feuille de route commune, parce que nous allons travailler ensemble pour les 5 prochaines années, elle est exigeante. Il s'agit de remettre l'économie européenne en marche, au service des citoyens, au service des entreprises. Et pour ça, nous avons besoin d'un cap clair. Je mettrai toute mon énergie dans le double combat décisif que nous avons à mener. D'une part, préserver la stabilité de notre économie et d'autre part, relancer la croissance. Il faut cesser d'opposer ces 2 principes cardinaux. Il faut dépasser les clivages inutiles, les critiques politiciennes, les attaques personnelles. Nous le savons tous, il n'y a pas de croissance sans réduction des déficits et des dettes publiques et privées. Mais il n'y a pas de stabilité et pas de désendettement sans croissance. Et donc il faut les 2 à la fois. Je m'engage donc devant vous à faire respecter nos règles budgétaires par tous les États membres. Il faut le faire sans complaisance pour les uns, sans excès de dureté pour les autres. Il faut traiter tous les États, grands ou petits, selon les mêmes règles et selon leurs mérites propres. Vous pouvez compter sur moi pour être un arbitre juste et impartial, pour assurer que tous, quels qu'ils soient, je redis bien quels qu'ils soient, jouent selon nos règles communes et fassent progresser nos économies. In parallel, we need to rethink our policy mix at the European level. The strengthening of the European semester, the revision of the Europe 2020 strategy and the guidelines announced by Jean-Claude Juncker in this sense give us the opportunity to discuss these essential questions.
I am committed to strengthening the euro area. That means both deepening its institutional and political architecture, its functioning, its tools, and pursuing its enlargement to other member states that will meet the criteria. I fought hard to safeguard the euro during the crisis. I will continue to do so, side by side with Valdis Dombrovskis, because I believe profoundly, we believe profoundly, in the future of our common currency. I am equally clear and clearly committed to you here today to work to relaunch growth. We cannot, we should not accept another zero growth scenario for next year. And 6 years after the beginning of the crisis, the financial crisis, total investment in the EU is still 17% lower than in 2007. I will work together with my colleagues for the launch of a 300 billion investment plan announced here by Jean-Claude Juncker. Europe urgently needs investment, both public and private, to create new businesses, new jobs, to create the infrastructures we need for our future. I will work hard to achieve these goals in the coming months alongside Jyrki Katainen and Jonathan Hill. I also hope that the return of growth will also bring greater social justice for our citizens. We need to repair the damages done by an economic crisis that has caused too much suffering for men and women across our continent. Here again, we cannot, we should not accept unemployment levels reaching 11.2% in the euro area, peaking at 23.3% for young people. Economic growth needs to be sustainable. It needs to generate the jobs of tomorrow, to give confidence back to young people in Europe. On this point, Marianne Thyssen and I have very similar outlook. I will carry with me this need for social justice, for fairness, also as I take my responsibilities for taxation policy. In this area, I will pursue the fight against tax havens, tax evasion, and aggressive tax planning. This is essential for, as well, economic and ethical reasons. We have put an end to bank secrecy in Europe. We need to continue alongside this way. As decided by the G20, the automatic exchange of information must become the rule in Europe and a standard at the global level. You can count on my support in this shared battle. I will also lend my support to the 11 member states that have decided to create a financial transaction tax through an enhanced cooperation. I supported, as a minister, this initiative with Wolfgang Schäuble initially, and I will continue to do so as a member of the European Commission. And let us not forget about customs policy, which touches upon very concrete questions for the protection of our citizens and our SMEs in this globalized world. We will need to work together to put in place the Union's new customs code by May 2016. This is a crucial task on which I will work closely with the members of IMCO and INTA committees. Voilà quelques-uns des chantiers que je me prépare à conduire avec votre soutien. Jean-Claude Juncker a souhaité une commission qui soit plus efficace, plus politique, plus cohérente. Et au sein de cette commission, je veux être le garant de l'intérêt européen. Je dirais même de l'intérêt économique européen. Le gardien scrupuleux de nos règles communes. Le promoteur d'initiatives collectives qui vont relancer la croissance et l'emploi. Je connais, pour avoir rencontré beaucoup d'entre vous, les questions de certains. Je suis français, je suis social-démocrate. Comment le nier? Et je n'en rougis pas. Mais je veux vous dire très directement et de manière formelle que je ne serai pas dans mes fonctions l'ambassadeur d'un pays ou d'un parti. Je serai, comme vous êtes en droit de l'exiger, un commissaire européen entièrement voué à sa tâche, agissant avec impartialité et indépendance à l'égard de tous les intérêts, privés ou nationaux. À vos côtés, je veux servir la cause européenne. J'ai dit que nous étions l'Europe de la dernière chance, je le crois très profondément. L'Europe, c'est un magnifique projet politique. Mais comme tous les projets politiques, elle est faillible. Et si nous n'y prenons garde, elle est mortelle. J'ai pour elle, au portefeuille que je serai amené à occuper, une ambition, une direction.
Et dans ce contexte, je serai disponible pour travailler étroitement avec le Parlement, avec vous tous, dans tous vos groupes, en comptant sur le concours essentiel des 2 directions générales placées sous mon autorité. Je le ferai avec une capacité d'écoute et de dialogue renforcée par le respect que j'ai pour cette Assemblée que je connais bien, où j'ai été si fier et si heureux de siéger. J'ai aujourd'hui, en me présentant devant vous, une longue expérience politique. Parlementaire européen, parlementaire national, ministre. Je sais à quel point la responsabilité démocratique est essentielle à nos institutions. Et ce sera pour moi, le travail avec vous, un principe d'action absolument primordial. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je veux être un commissaire responsable et soucieux de cet engagement démocratique. Je sollicite aujourd'hui votre soutien, votre confiance pour relever les défis qui nous attendent. C'est dans cet esprit, avec la volonté de répondre franchement à vos questions, quelles qu'elles soient, que j'aborde cette audition. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à le premier orateur du groupe de PPE, Alain Lamassoure. Monsieur le commissaire désigné, votre candidature suscite un malaise largement partagé dans cette Assemblée. Personne de bonne foi ne peut contester votre expérience, vos qualités, votre engagement européen requis pour la fonction de commissaire. Mais personne de bonne foi ne peut comprendre que le portefeuille auquel vous prétendez soit celui où vous avez échoué dans votre pays en charge du ministère de l'économie et des finances. Cet échec, ce n'est pas l'opposant politique que je suis actuellement qui en juge. C'est le président de la République française qui, il y a 6 mois, a dû changer de gouvernement et vous a retiré vos fonctions précisément parce que la France était incapable d'honorer ses engagements européens. D'où la question. De quelle crédibilité pensez-vous disposer vis-à-vis de votre successeur à Paris qui demande aujourd'hui un nouveau report d'échéance pour respecter les mêmes engagements? Et de quelle crédibilité pourrez-vous disposer pour juger de la politique et pour faire des recommandations à ceux de vos anciens collègues qui ont eu le courage de faire chez eux les efforts gigantesques que l'Europe attend toujours de la France? Merci. Merci, Monsieur Lamassoure. Je l'ai dit en commençant, je suis français et je suis fier de l'être. Mes parents se sont assez battus pour le devenir. Mais en entrant ici, je veux agir en européen avant tout. Et le rôle du commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, c'est de défendre les règles, toutes les règles, de le faire de manière totalement crédible. Alors, je ne veux pas esquiver votre question. Il y a un aspect pour le passé et un pour le futur. Celui sur le passé, c'est sur mon action. Vous ne savez peut-être pas pourquoi j'ai quitté le gouvernement il y a 6 mois, exactement jour pour jour. Moi, je le sais, et ce ne sont pas pour les raisons que vous avez dites. Mais j'ai réduit les déficits en France. Quand je suis arrivé au ministère des Finances, le déficit était supérieur à 5%. Il filait vers 5,5%. J'ai présenté 3 lois de finances rectificatives, 2 lois de finances, et de 5,5%, les déficits sont passés à 4,1% fin 2013, dernier budget dont j'ai eu la responsabilité. Et cela s'est fait au prix d'un effort structurel qui a été de 0,9 points en 2011. C'était le précédent gouvernement. 1,2 en 2012, 1,3 en 2013, 1,3. Tous ces budgets ont été validés par la Commission, et en prévision et en exécution. Donc, moi, je suis quelqu'un qui veut le sérieux budgétaire, qui veut la réduction des déficits. Alors, la question pour le futur, que ferais-je face à la situation de mon pays d'origine? Eh bien, je l'ai dit, j'aurai une boussole très claire, très simple. Les règles, rien que les règles, toutes les règles. Je suis là pour assurer la crédibilité de notre projet de surveillance budgétaire. C'est ça ma mission, et aucune autre. Et si un pays, je l'ai dit, quel qu'il soit, grand ou petit, quel que soit son statut supposé, ne remplit pas les obligations qui sont prévues par les traités, ne prend pas les actions effectives, comme on dit, nécessaires, et à ce moment-là se trouve dans une procédure, et c'est le cas de la France, je poursuivrai cette procédure sans faillir. C'est ma tâche d'Européen et de commissaire européen, c'est celle qui m'attend. Je veux d'abord dire une chose, c'est que je suis très attaché à l'euro et je suis très attaché à la destinée de l'euro. Je le suis depuis toujours, dans mes votes, dans mes actions,
et dans mon rôle de responsable politique. En même temps, nous savons que cette union économique et monétaire, c'est un grand succès, mais qu'elle connaît des limites. Et la première de ces limites, en effet, c'est qu'on a accordé toute l'attention au volet monétaire, pas suffisamment au volet budgétaire, puis au volet politique. Alors nous nous sommes efforcés, c'est ce à quoi servent le two-pack et le six-pack, de corriger en partie les choses. Mais nous savons qu'il faut aller plus loin. Et de ce point de vue-là, il y a le rapport des 4 présidents, plus encore le blueprint de la Commission de 2012 que vous avez cité, qui pose des bases. Et dans la suite des lignes directrices posées ici par Jean-Claude Juncker, je vois plusieurs grands chantiers pour renforcer notre monnaie unique. Un, il faut renforcer son architecture institutionnelle et politique, et notamment réfléchir au rôle et au fonctionnement de l'Eurogroupe, à la place du Parlement, pour assurer une plus grande responsabilité démocratique des choix qui sont faits en respectant l'indépendance de la Banque centrale. Deuxièmement, je le redis, nous devons revoir nos règles, notre pacte commun, notamment les mécanismes créés par le six-pack et le two-pack, comme l'a annoncé le président élu, comme prévu par la législation. Et là encore, votre Parlement aura son mot à dire. Il faudra, troisièmement, renforcer la dimension sociale de la zone euro et assurer une convergence qui ne soit pas que monétaire et qui ne se traduise pas vers une fuite vers le bas. Enfin, il faut poursuivre l'élargissement de la zone euro et je l'ai dit, c'est une préparation active et un jugement objectif qui devra présider aux éventuels prochains élargissements de la zone euro. Tout cela en revoyant la gouvernance de cette zone euro. Comme ministre, j'ai eu l'occasion d'émettre des avis personnels. Je continue de les partager. En même temps, c'est au Conseil européen, c'est au Conseil, c'est au Parlement de travailler ensemble sur ces sujets. Nous avons besoin d'une union économique et monétaire complète, ambitieuse, politique, sociale, monétaire, budgétaire. C'est à ça que je veux travailler avec vous. Thank you. Je pense en effet que revoir le six-pack et le two-pack est un travail qui est entrepris en ce moment avec un rendez-vous qui se tient à la fin de cette année 2014 et dans lequel votre Parlement européen devra être écouté. Il y a, c'est vrai, ce scoreboard. Il faudra examiner point par point, vous comprendrez que je ne peux pas le faire aujourd'hui, ce que sont les indicateurs qui doivent être renforcés, conservés, peut-être changés. En même temps, soyons clairs, ce que nous voulons faire, c'est davantage soutenir, défendre, simplifier que de modifier les règles qui sont les nôtres. Et nous devons assurer qu'il y a davantage de cohésion économique, davantage de cohésion sociale dans la poursuite des travaux que nous menons ensemble. À cet égard, les réflexions du Parlement me seront extrêmement précieuses dans les travaux que j'aurai à conduire. Je vous l'ai dit, Madame, je suis venu ici avec humilité. Donc je ne vais pas dire que je suis le meilleur pour ceci ou pour cela. Je ne veux me garder de toute forme d'arrogance ou d'excès de certitude. En même temps, j'ai été choisi pour exercer cette responsabilité par le président élu Jean-Claude Juncker. Et c'est donc moi qui suis ici pour ce faire. Je ne vais pas travailler seul, je l'ai dit. Je travaille dans la collégialité. Le président a souhaité une nouvelle architecture de la Commission. Il y a un pacte économique. Il y a notamment 2 vice-présidents, Jyrki Katainen et Valdis Dombrovskis, avec lesquels je veux travailler étroitement. Et je n'oublie pas les autres commissaires que j'ai mentionnés, Jonathan Lynn, Marianne Thyssen. Nous sommes une équipe. Alors, pour le reste, je suis convaincu, en effet, qu'il faut renforcer la compétitivité de nos économies. Vous évoquez ce que j'ai pu faire, mon track record, comme vous dites. Pendant les 2 années où j'étais au ministère de l'économie et des finances, nous avons réformé le marché du travail, nous avons réformé la formation professionnelle, nous avons fait en sorte de favoriser l'investissement des entreprises à travers un pacte de responsabilité de 40 milliards. Il y a des réformes économiques qui sont entreprises dans mon pays. Et vous savez, d'autres pays ont engagé de telles réformes. Ça prend du temps. L'Allemagne, je n'ai pas à me prononcer sur ce qu'a pu faire Gerhard Schröder jadis, il a fallu 10 ans pour que l'Allemagne, qu'on disait à l'époque l'homme malade de l'Europe quand j'étais ministre des Affaires européennes, devienne l'économie la plus forte. Il faut du temps aussi pour la France. Mais mon rôle, encore une fois, n'est pas d'être ici le ministre de l'économie et de la France. Je ne suis plus cela. Je suis un Européen. Je suis quelqu'un qui croit au sérieux dans la gestion des finances publiques. Je suis quelqu'un qui croit à l'effort. Je suis quelqu'un qui croit aux réformes. Je suis quelqu'un qui suis persuadé que c'est par la compétitivité des entreprises que nos économies grandissent. Et c'est à cela que je vais me consacrer. Je l'ai dit, à ma place, à ma juste place, seulement ma place, mais toute ma place. Le meilleur ou pas, c'est à vous d'en juger. En tout cas, je me sens prêt
à exercer ses responsabilités, à la fois par tout ce que j'ai fait, par tout ce que je pense et par tout ce que je propose dans les lignes de Jean-Claude Juncker. Madame Mathias, je l'ai dit dans mon propos introductif, je pense que nous devons agir simultanément sur la consolidation budgétaire, comme on dit, sur la réduction des déficits et sur la croissance. Car en vérité, il n'y a pas de réduction des déficits sans croissance et il n'y a pas de croissance sans désendettement. Je suis convaincu depuis toujours que l'endettement est une dépense totalement improductive. Le service de la dette, comme on dit, chaque euro qui lui est consacré, c'est un euro en moins pour l'éducation, pour l'hôpital, pour le service public. C'est un euro perdu pour l'économie. Et donc, il faut désendetter nos économies. Et en même temps, il faut le faire grâce à la croissance et créer un cercle vertueux. Alors, dans ce contexte-là, je veux être extrêmement clair. Commissaire chargé des affaires économiques et financières, je serai, je l'ai dit, le gardien des règles, le garant de l'intérêt économique de l'Europe. Et je ne vais pas ici prétendre, ce serait un mensonge, que je suis là pour les changer. Je suis là pour les appliquer, avec en même temps les marges qu'elles offrent. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans cette audition. En même temps, ce qui est clair, c'est que le cap que veut donner Jean-Claude Juncker, et je suis entièrement d'accord avec lui, à cette commission, c'est un cap tourné vers la croissance, c'est un cap qui est tourné vers l'investissement, c'est un cap qui prend mieux en compte les souffrances sociales sur le continent, c'est un cap qui donne la priorité à la lutte contre le chômage et notamment contre le chômage des jeunes, et qui implique que dans toutes les politiques que nous menons, nous prenions davantage en compte cette dimension sociale. C'est pour ça qu'il est bon qu'il y ait un vice-président, M. Dombrovskis, qui à la fois soit chargé de la politique de l'euro, mais aussi du dialogue social. Eh bien, moi, j'agirai dans ce contexte-là. Et j'attache notamment une très grande importance au plan d'investissement, à la fois public et privé, de 300 milliards d'euros, destinés à permettre de créer ces emplois dont nous avons besoin, ces investissements dont nous avons besoin, de renforcer la compétitivité de l'économie européenne. Voilà, je ne veux pas opposer les deux, la dimension budgétaire et la dimension économique. Nous devons continuer à réduire les déficits, mais nous devons le faire en ayant toujours en tête que c'est l'économie réelle qu'il faut servir pour l'emploi. Comme ministre de l'économie et des finances, j'ai siégé pendant 2 ans à l'Eurogroupe, où on suivait notamment la situation des pays sous programme. J'ai siégé au Conseil ECOFIN, bien sûr. Et je sais à quel point les pays sous programme, les Grecs, les Chypriotes, les Irlandais, les Espagnols, ont vraiment souffert de la crise, ont fait des efforts essentiels pour se redresser. Comme ministre, je me suis rendu 3 fois en Grèce, 2 fois par moi-même, 1 fois avec le président de la République. J'ai milité et je me suis battu pour l'intégrité de la zone euro. Mais je sais en même temps qu'il y a une énorme souffrance, que les taux de chômage sont insupportables et qu'il y a le sentiment parfois qu'on impose de l'extérieur des contraintes qui sont douloureusement vécues par la population. La Troïka, dans ce contexte, la Troïka, je considère qu'elle a fait un travail nécessaire parce qu'elle a permis d'éviter le défaut dans ces pays. Elle a permis l'implantation de réformes dites structurelles. Il faut continuer à travailler avec le Fonds monétaire international. Je pense que d'abord c'est prévu dans le Two-Pack, ensuite c'est aussi un élément de réassurance qui est nécessaire. Mais il faut sans doute modifier cette façon de fonctionner. C'est ce qu'a dit Jean-Claude Juncker devant le Parlement européen. Il a dit qu'il allait faire des propositions pour favoriser la légitimité démocratique, pour faire en sorte que le Parlement soit plus associé, qu'on prenne en compte la dimension sociale, qu'on travaille dans le dialogue social sur toutes ces questions, peut-être aussi qu'on soit moins intrusif dans un certain nombre de politiques. Alors ça, c'est une réforme à laquelle je travaillerai. Je pense qu'il ne faut pas du tout jeter l'opprobre sur la Troïka. Elle a joué, elle joue encore un rôle utile. Il faut en même temps prendre en compte les attentes des peuples, prendre en compte les attentes sociales, modifier les méthodes. C'est ce que le président élu a dit ici. Je ne peux pas davantage donner de détails sur ce que nous ferons, mais je peux vous dire vraiment ma volonté de travailler avec vous à ce que les choses se modifient de façon très substantielle. Je le redis, je le redirai encore, je le redirai jusqu'à la fin de cette audition, je le redirai pendant les 5 ans où je serai commissaire européen. Je suis là pour faire respecter les règles. Je suis là pour assurer la crédibilité des règles. Je ne suis pas là pour les modifier de façon créative. Je ne suis pas là pour défendre je ne sais quelle dérogation, je ne sais quelle exception, je ne sais quelle suspension. Nous avons des règles. Et ces règles, elles sont là pour être respectées. Elles doivent être crédibles. Elles sont intelligentes. Elles ne sont pas stupides.
elles examinent de façon individuelle la situation des pays, elles prennent en compte la situation économique, elles insistent par exemple sur cette notion très importante qui est l'effort structurel. Mais un pays, quel qu'il soit, je le répète, quelle que soit sa taille, quelle que soit son histoire, quel que soit son statut supposé, un pays, fût-ce la France, doit respecter les règles. Et mon rôle à moi, c'est de faire respecter ces règles comme commissaire européen. Et c'est ce que je ferai. Et donc, moi, je ne suis pas le commissaire en charge, c'est M. Katainen, les éléments pour juger du projet qui a été présenté hier. Apparemment, il nécessite au moins un examen approfondi. Il y a des choses qui se feront avec la commission présente jusqu'à la fin octobre, début novembre. Il y a d'autres que je prendrai en charge dès le début novembre avec les prévisions économiques de la commission. Il faudra prendre des décisions, ou en octobre ou en novembre. Eh bien, je les prendrai. Je vous redis très simplement ce que j'ai déjà répondu à M. Lamassoure. Si un pays, dans une procédure de déficit excessif, ne prend pas les effective actions prévues par les traités, ne fait pas les efforts structurels requis, ne mène pas les réformes structurelles exigées, alors à ce moment-là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de choix, dirais-je. Il faut poursuivre la procédure. Et le commissaire que je serai, je répète, un commissaire européen, et non plus le ministre des Finances français que je ne suis plus depuis 6 mois, ce commissaire européen fera son travail et son devoir. Oui, bonjour Monsieur Moscovici. Tout d'abord, merci de nous honorer de votre présence et bravo d'apparaître sans peur devant les députés de la commission Econ. Vraiment, le changement, c'est maintenant. À vous écouter jusque-là, le changement, c'est également votre volonté de respecter au niveau européen la discipline budgétaire. Pourtant, sans être cruel avec vous, je suis quand même obligé de vous rappeler que c'est sous votre ministère que la France a été placée le 5 mars dernier sous surveillance renforcée par la Commission européenne pour ses dérapages budgétaires permanents. Ce n'est donc pas pour votre bilan à Bercy que M. Juncker vous a désigné, mais c'est bien pour le seul critère d'embauche valable, votre nationalité. Le cap des 2 000 milliards d'euros de dette publique a été franchi récemment, soit 30 000 euros par Français. Et bientôt, le seuil de 100% du PIB sera atteint. Normal, c'est le logiciel ultralibéral de l'UMPS en France qui bug. En réalité, pour tout le système, il y a urgence que la France, deuxième économie de la zone euro, se réforme, car sa banqueroute financière entraînerait la fin de la monnaie unique. Alors, vous l'avez dit, vous êtes déterminé à faire vos preuves. Aussi, ma question est simple, Monsieur Moscovici. Vous qui prétendez aimer la France, en votre âme et conscience, lorsque la France ne rentrera pas dans les critères fixés par Bruxelles, serez-vous prêt à déclencher le feu nucléaire de la procédure de discipline budgétaire, Pax, contre votre patrie et mettre en esclavage vos compatriotes? Je n'ai pas bien compris, franchement, Monsieur Monod, si vous me reprochiez de ne pas défendre l'euro, que me semble-t-il vous défendez peu, de mettre mon pays d'origine en esclavage, ou bien de ne pas respecter les disciplines. Il y avait un peu de confusion, je dois le dire, dans votre propos, si vous le permettez. Il faudra peut-être que vous-même, vous clarifiez vos propres options. Enfin ça, c'est votre problème, ça n'est pas le mien. Pour le reste, je ne peux que redire ce que j'ai déjà été à dire un certain nombre de fois. Je répondrai, je l'ai dit, à toutes les questions, mais ne transformons pas non plus ce débat entre nous. Il y a tellement de sujets dans l'Europe. On a un débat sur un seul pays. Je pense que ça mérite aussi autre chose, notre échange. Mais je n'ai pas d'hésitation. Je l'ai dit, il y a des règles qui doivent être respectées. Le commissaire aux affaires économiques et financières, il est là pour défendre l'intérêt économique européen, l'intérêt général européen, les règles européennes. Je ne pense pas qu'on puisse assimiler ces règles en quoi que ce soit à un feu nucléaire. Il faut avoir un peu de pudeur, un peu de décence par rapport à ceux qui ont été victimes de l'arme nucléaire. C'est arrivé, ou qui sont menacés par ça. Non, il y a des règles, et ces règles, elles prévoient toute une gradation. On peut modifier des recommandations. On peut accorder des délais. C'est arrivé à la France, mais aussi à d'autres pays. On peut aussi déclencher des sanctions. On peut renforcer les mécanismes de surveillance. Ça existe. Et toute cette palette, elle est à la disposition du commissaire que je suis, mais de la Commission tout entière, car ces décisions, elles doivent être prises collégialement. Et je ferai en sorte que cela soit ainsi. Et donc vous pouvez être tout à fait tranquille, Monsieur Monod. D'abord, c'est bien dans le rôle d'un commissaire européen que j'entends agir. J'entends le faire avec l'arme des règles, qui n'est pas une arme nucléaire, mais une arme intelligente et subtile. J'entends le faire avec
toute l'intelligence que précisément ces règles autorisent, mais avec toute la fermeté qu'elles exigent. Thank you. Now for the... Je vous remercie. À présent, au nom du groupe PPE, Pablo Zalba Bidegain. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire désigné, soyez le bienvenu au Parlement européen. Et cela fait un certain temps déjà que nous vous attendons en tant que ministre d'un portefeuille économique, mais nous ne vous avons jamais vu jusqu'à présent. Alors, vous dites qu'il faut mettre fin aux spéculations, mais c'est grâce aux réformes au niveau européen comme au niveau national, c'est grâce à l'effort déployé par de nombreux Européens pour réaliser ces réformes que la spéculation a cessé. Et c'est justement cette absence de réformes qui pèse sur l'économie européenne. Des réformes sont nécessaires dans certains États membres, comme cela peut être le cas de la France. D'où ma question. Vous sentez-vous légitime pour demander plus de réformes aux pays qui en ont besoin? Deuxième question. En tant que commissaire désigné, pensez-vous que votre pays, la France, a procédé aux réformes suffisantes pour relancer la croissance et la création d'emplois? Allez-vous exiger plus de réformes dans ce pays? Je vous remercie. Monsieur le député, il me semble que j'ai déjà commencé, pour le moins, à répondre à cette question. D'abord, je veux dire à quel point je suis heureux d'être devant votre commission, où j'étais venu à la fin 2012 avec mon collègue et ami Wolfgang Schäuble. Et c'est une commission que je respecte, que je connais, j'en ai été membre jadis, et qui est une commission très importante de ce Parlement. Et je vous redis que je suis un homme politique qui a maintenant, je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, une longue expérience. Mon premier mandat, ça a été mon élection comme député européen en 1994, ça fait 20 ans. Et je sais que le rapport entre un exécutif et un Parlement est décisif. Je serai bien sûr à votre disposition pour travailler avec vous, à votre écoute. Et je pense que chaque fois que le Parlement a des propositions importantes, intéressantes à faire entendre, il faut non seulement en tenir compte, mais les appliquer dans la réalité. Pour le reste, je réponds une fois de plus sur la question que vous m'avez posée au sujet de la France. Je suis ici comme commissaire européen désigné. Je ne suis plus le ministre de l'économie et des finances de la France. Je sais ce que j'ai fait dans ce rôle, à la fois dans la réduction des déficits, je l'ai rappelé, dans l'application des règles, je peux le rappeler, dans la conduite de certaines réformes. Est-ce que ça a été suffisant? Sans doute pas, car la situation de ce pays est encore difficile. Je suis fier de ce que j'ai fait et j'aurais aimé faire mieux, car il faut de l'humilité dans toutes les fonctions. C'est pas facile d'être ministre de l'économie et des finances d'un grand pays. Mon ami Luis de Guindos le sait, par exemple. Nous avons bien travaillé ensemble, y compris quand il s'est agi de définir un projet, un programme intelligent pour les banques espagnoles et d'éviter une mise sous tutelle que j'aurais jugée inacceptable. Et mes amis espagnols le savent. Alors, moi, je souhaite continuer dans cet esprit, qui est l'esprit du sérieux budgétaire, qui est l'esprit de la réforme, des réformes. Oui, mon pays d'origine, la France, a besoin de réformes. Il les a engagées. Il reviendra à la Commission d'évaluer si c'est de façon suffisante, si les effective actions, je répète ce mot, qui sont exigés ont été remplis ou pas, et je le ferai sans faiblir. Thank you. Now for... Merci. Au nom du groupe SED, Jakob von Weizsäcker. Monsieur Moscovici, j'aimerais vous poser une question sur la future architecture de la zone euro. Dans le passé, nous avons surmonté beaucoup de crises, plus ou moins bien d'ailleurs. Mais une des questions centrales des années à venir sera de maîtriser les crises futures et d'être mieux équipés aussi au plan institutionnel pour surmonter ces crises futures. Alors, il y a des propositions de réforme sur la table, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Des intellectuels y ont travaillé et ont fait des propositions. Mais j'aimerais savoir quelle est votre vision pour une meilleure architecture de la zone euro, pour que notre monnaie commune puisse vraiment être solide et durable. Merci, monsieur le député. J'ai commencé à répondre à cette question il y a quelques minutes. Je redis à quel point je suis un défenseur, un partisan, j'ai été un artisan aussi, de l'euro. Je crois que cette monnaie qui est commune à un grand nombre de pays
de l'Union européenne, que d'autres, et tous les autres, en réalité, ont vocation à rejoindre, que cette monnaie est un atout, que cette monnaie est un acquis précieux, un acquis indispensable, un acquis vital. Et que nous devons tout faire pour conforter l'euro, c'est-à-dire aussi pour améliorer, comme je l'ai dit, ses dimensions sociales, ses dimensions économiques, faire en sorte que cette architecture soit complète. Au cœur de tout ça, si je comprends bien la question, il y a aussi la question de la gouvernance de la zone euro, sur laquelle, en effet, des intellectuels, des penseurs, des universitaires, je pense au Cliniker Group, je pense à l'Eiffel Group, je pense à d'autres encore, ont commencé à réfléchir. Et je me suis exprimé à titre personnel sur un certain nombre de sujets. Exemple, faut-il ou pas un président permanent de l'Eurogroupe? Ma conviction, c'est plutôt oui, même s'il faudra que la décision soit prise au niveau approprié. Faut-il ou pas que votre Parlement s'organise, comme le font par exemple les ministres, pour travailler entre pays de la zone euro? C'est complètement à vous de le décider. Faut-il ou pas une capacité financière de la zone euro? Là-dessus, le président Juncker a pris quelques engagements. Il s'est déclaré favorable à tout ça. Moi, sur ces travaux-là, j'ai bien sûr mes convictions personnelles. Je suis ouvert au dialogue avec vous. Je pense que les choses doivent évoluer assez profondément dans l'architecture de la zone euro. Mais c'est à nous d'y travailler ensemble. J'y viendrai avec mes idées, mais aussi avec cette volonté d'écoute et de dialogue avec les intellectuels, avec vous que j'évoquais. Thank you. Merci. Esther Delange, PPE. Merci, je suis par ici, Monsieur Moscovici. Vous allez appliquer leurs règles, vous nous l'avez dit et nous l'avons compris. Mais soyons un peu plus clairs alors. Le gouvernement français a annoncé unilatéralement hier qu'il n'allait même pas essayer de réduire son déficit budgétaire. Donc ma première question, est-ce que c'est aux Français de décider ou est-ce que c'est à la Commission européenne vu la position de la France? Deuxièmement, les règles déclarent clairement qu'aucun délai n'est possible pour les pays qui ne tentent même pas de se remettre sur le droit chemin. Et puis deuxième question, est-ce que vous allez exprimer un non clair au plan français annoncé hier? Oui ou non? Vous pouvez répondre par oui ou non. Troisièmement, le gouvernement français a annoncé qu'il n'y aurait aucun autre effort exigé des Français. Et ça, c'est ma plus grande préoccupation. Comment allez-vous expliquer aux Grecs, aux Portugais, aux Irlandais et même aux Néerlandais, comment allez-vous leur expliquer qu'eux ont dû prendre des mesures et que les Français, eux, par contre, ne vont pas devoir le faire? Est-ce que vous serez un commissaire de la ferme des animaux où certains sont plus égaux que d'autres, ou serez-vous un commissaire équitable? Merci. Madame De Lange, as I said a few minutes ago, Madame De Lange, comme je l'ai dit il y a quelques instants, pour le moment, je ne suis pas en charge de ce portefeuille. Mon collègue, mon futur prédécesseur, mon ami M. Katainen est en charge de ce dossier. Mais je peux vous répondre avec des principes clairs. Le premier, c'est que c'est à la Commission européenne et pas un gouvernement qu'il revient de décider si un délai doit être obtenu ou pas. La France a obtenu un délai. J'étais ministre des Finances et ce délai est accordé en respectant les règles et avec décision de mon collègue et ami Olli Rehn. C'est donc à la Commission qu'il revient de prendre une décision et pas à un gouvernement de prendre une décision unilatérale. Deuxièmement, alors je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il en est. Je ne peux pas juger du budget présenté hier, je ne dispose pas des éléments nécessaires, mais je serai en solidarité totale et complète avec ce que décide la Commission Barroso pour le moment et j'examinerai ce budget lorsque j'entrerai en fonction en y appliquant les principes que j'ai évoqués et en respectant les règles avec une crédibilité totale. Troisièmement, comme je l'ai dit, mon pays d'origine, et j'en suis fier, c'est la France. Je resterai français, je suis profondément français, je suis tellement français finalement à bien des égards. Mais ici, je serai là comme commissaire européen. Et cela signifie qu'il y a un principe essentiel, le traitement égal. Il ne serait absolument pas acceptable d'octroyer des privilèges à un pays alors que d'autres et des citoyens d'autres pays ont, eux, réalisé des efforts. J'agirai donc avec équité
et en respectant le principe de traitement équitable. Je peux le répéter 10 fois si vous voulez. Vous pouvez en être certain. Je suis là pour garantir la crédibilité du pacte, pas pour le menacer. Je ne serai pas du tout indulgent et je ne souhaite pas ruiner la crédibilité du pacte, ma crédibilité et celle de la Commission. Donc j'agirai dès que j'entrerai en fonction. Thank you. Now, Merci. Pervenche Berès, groupe SED. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le commissaire désigné, lors du Conseil européen du 26 et 27 juin dernier, les chefs d'État et de gouvernement ont donné mandat à la Commission de préparer un document pour faire le meilleur usage possible de la flexibilité qui existe dans les règles du pacte de stabilité. Je constate que depuis le début de cette audition, nous parlons beaucoup des règles, mais les chefs d'État et de gouvernement nous ont demandé d'interpréter les flexibilités qui existent dans ces règles. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, justifie qu'on en soit venu à cette demande des chefs d'État et de gouvernement? Et qu'est-ce que vous attendez de ce Parlement dans la feuille de route qui vous a été demandée? De plus, je vous rappellerai que ce Parlement, lorsqu'il a adopté le Six-Pack, avait, avec celui qui est votre prédécesseur avant M. Katainen, M. Olli Rehn, défini un certain nombre d'idées, de pistes en matière d'investissement, de flexibilité pour l'investissement, qui manifestement n'ont pas donné leurs fruits. Comment envisagez-vous cette séquence? En effet, j'ai beaucoup parlé des règles. Et je veux dire d'abord ce que la flexibilité ne peut pas être, à mon sens. La flexibilité, ce n'est pas le changement de règles. Ce n'est pas une interprétation créative de manière ébouriffée. C'est quelqu'un qui a peu de cheveux qui vous le dit des règles. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour faire en sorte que ces règles soient respectées. En même temps, notre système est un système intelligent. Car, comme je l'ai dit, il n'est pas rigide. Il évalue les pays individuellement. Il prend en compte les circonstances économiques. Et ces circonstances peuvent changer. D'ailleurs, il y a un certain nombre de clauses qui peuvent être activées uniquement dans des conditions très temporaires et dans des circonstances bien particulières. Et troisièmement, il prend en compte l'effort structurel avant tout. Les déficits nominaux, c'est important, mais c'est l'effort structurel qui prévaut. Je rappelais tout à l'heure que quand j'étais ministre des Finances, l'effort structurel de la France avait été de 1,2% en 2012, 1,3% en 2013. C'est ça qui est tout à fait cardinal. Alors, comme l'a dit Jean-Claude Juncker devant le Parlement, ces flexibilités-là, elles ont été utilisées dans le passé, elles peuvent l'être dans le futur, mais avec la même intelligence et encore une fois, toujours les règles comme principe de base. J'ajoute qu'il y aura des exercices auxquels le Parlement va être associé, de révision du Six-Pack et de revue du Two-Pack, que cela se passera dans l'année 2014, mais que je serai évidemment très attentif à tout ce que le Parlement européen aura à dire. Jean-Claude Juncker a dit que cet exercice se poursuivrait en 2015. Nous le poursuivrons, vous pouvez en être certaine, Madame Berès, ensemble, étroitement ensemble, car comme je l'ai dit, toutes les propositions du Parlement européen méritent considération, et beaucoup, évidemment, vous avez ce pouvoir, application. Thank you. Je vous remercie. Maintenant, Othmar Karas, PPE. Monsieur le commissaire désigné, nous sentons tous que votre principal problème de crédibilité, c'est la différence entre ce que vous devez faire et ce que vous auriez pu faire dans les relations entre la France et l'Europe. Le véritable problème est que les bases juridiques sont les mêmes et vous auriez déjà pu faire ce que vous promettez de faire. Je reviens sur vos réponses écrites. Dans votre déclaration, vous parlez d'une capacité fiscale dans le cadre européen orientée vers un cible. Vous parlez d'une répartition des risques pour renforcer l'union économique et monétaire. Comment envisagez-vous cette répartition des risques? Et vous ne voulez pas approfondir l'union économique et monétaire tant que les budgets publics ne sont pas stabilisés.
Mais nous voulons que le 2-pack, le 6-pack, la Troïka et le MSA fonctionnent suivant des méthodes communautaires et qu'il y ait des sanctions. Donc, allez-vous prendre des mesures pour parlementariser ces différents éléments? Merci. Plusieurs questions de votre question, Monsieur Karas, que je vous remercie de m'avoir posé. Je reviens une fois de plus, puisque vous m'interrogez sur la différence entre ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire et ce que je ferais. Pour rappeler simplement un fait qui est un fait indéniable, c'est que pendant les 2 années où j'ai été ministre de l'économie et des finances de mon pays, j'ai fait voter 2 lois de finances, 3 lois de finances rectificatives, une loi de programmation des finances publiques, une loi organique sur les finances publiques qui a créé un haut conseil qui est une instance indépendante qui donne des avis, parfois sévères, sur ce que fait le gouvernement, et que tout cela s'est fait, en parfait accord avec la Commission. Tout a été approuvé, tout par la Commission, et en prévision, et en exécution. Je n'ai jamais dérogé aux règles. Je ne rappelle pas ce que j'ai dit sur le fait que les déficits ont baissé pendant cette période-là. Et donc, c'est clair, je suis quelqu'un qui croit au sérieux budgétaire, je suis quelqu'un qui croit aux règles. Je n'y ai jamais dérogé. Je n'y dérogerai pas de l'autre côté comme commissaire. Je n'accepterai pas qu'on demande exception, suspension, dérogation. Il ne s'agit pas de ça. Ensuite, vous m'interrogez sur un autre point qui est au moins aussi important, qui est l'approfondissement de l'UM. On a commencé à parler tout à l'heure de la Troïka avec M. Giegold. Et à l'évidence, il y a des changements qui sont à apporter pour que l'approfondissement démocratique de ces procédures existe, et l'association du Parlement européen et l'association des partenaires sociaux. De même, vous m'interrogez implicitement sur la communautarisation du mécanisme européen. Je suis un partisan ardent de la méthode communautaire et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Tout ce qui permettra d'accroître le rôle du Parlement, je l'accueillerai de manière positive. En même temps, c'est vrai qu'il faudra examiner les choses avec attention parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de ces progrès qui exigent des changements de traités. Et nous sommes dans une période où les changements de traités, pour des raisons constitutionnelles dans l'ordre interne de certains pays, et pour des raisons aussi démocratiques, sont compliqués. Mais moi, je serai un partisan de la méthode communautaire et de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire avec cette arme-là. Thank you. Merci. Pour l'ECR, Bernd Lucke. Monsieur Moscovici, je voudrais vous poser une question sur la politique fiscale. L'Union européenne a émis des recommandations spécifiques par pays pour 2013 et constaté qu'en France, cette recommandation spécifique sur la politique fiscale n'a été mise en œuvre que partiellement. Alors, je voudrais vous demander de me citer 3 recommandations concrètes de l'Union européenne. Donc concrètement, 1, 2, 3, citez-moi 3 recommandations de l'Union européenne qui n'ont pas été mises en œuvre en France ou qui ne l'ont été que de façon partielle. Et je voudrais vous demander d'expliquer pourquoi, sous votre responsabilité, ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Dites-nous si vous avez estimé que ces recommandations n'étaient pas justes, c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas été mises en œuvre, ou bien si vous ne les avez pas mises en œuvre parce que vous n'avez pas été en mesure de le faire. J'aimerais aussi vous demander avec quelle autorité, en tant que commissaire, vous allez, vis-à-vis des autres pays, insister pour la mise en œuvre des recommandations, parce qu'on va vous dire que vous-même, vous ne les aviez pas mis en œuvre chez vous. Merci. Encore une fois, je veux répéter, je le répéterai autant qu'il le faudra, ce qu'est ma conviction profonde et ce que j'ai fait. Je redis ce que j'ai dit à M. Karas il y a un instant. Comme ministre de l'économie et des finances, j'ai toujours agi selon les règles. Il n'y a pas une décision que j'ai prise en matière budgétaire qui n'ait été validée par la Commission. Il n'y en a pas une qui n'ait été acceptée par le Conseil. Il n'y en a pas une dont j'ai discuté en amont avec notamment 2 personnes, avec Olli Rehn, commissaire aux affaires économiques et monétaires avant moi, avec aussi mon ami et collègue Wolfgang Schäuble, mon ami allemand, parce que je crois très profondément au couple franco-allemand. Il n'est pas suffisant pour faire en sorte que l'Europe avance, mais si les Français et les Allemands ne sont pas d'accord, rien ne se passe dans l'Europe. Et c'est ainsi que j'ai toujours agi. Et c'est ainsi que j'agirai toujours. Je répète, quand j'étais ministre, pour moi c'était important de respecter ces règles et
ne l'étant plus, demain, je ne suis plus déjà, mais étant commissaire européen, je serai là moi-même pour les faire appliquer et respecter. Et vous ne trouverez pas un exemple qui puisse m'être reproché d'exception, de dérogation, de suspension par rapport à ces règles. Alors après, la France est dans une procédure, la procédure de déficit public excessif. Cette procédure, elle a concerné jusqu'à 21 pays de l'Union européenne. Elle en concerne encore aujourd'hui 11. Cette procédure, elle est riche. Cette procédure, elle nous donne tout un arsenal dont nous pouvons faire usage. Et je redis ici que je n'hésiterai en rien à faire usage de cet arsenal. Pour le reste, vous allez vous rapporter vous-même à ce que la Commission a pu dire sur ce sujet. Mais j'ai répondu à vos questions, monsieur, de manière extrêmement précise, je crois. Mais qu'est-ce que vous voulez me faire faire? Je ne vais pas, je suis ici le commissaire européen désigné. Le dossier français est examiné par la Commission. Il est sur des bases objectives avec les données de la Commission. Thank you. Now, Merci. Peter Jezek. Peter Jezek pour le groupe ALDE. Monsieur le commissaire désigné, notre commission, dont vous étiez membre dans le passé, vous a invité à plusieurs reprises, en tant que ministre des Finances, à vous expliquer sur les recommandations de la Commission européenne. Vous n'avez jamais daigné venir vous défendre de la situation économique de votre pays. Tous les autres ministres ont eu une approche proactive. Vous insistez pourtant aujourd'hui sur l'importance que vous accordez à la coopération avec le Parlement européen. Bon, je ne doute pas que cette nouvelle attitude est sincère, mais est-elle définitive? Cette attitude de ma part, monsieur Jezek, elle n'est ni nouvelle, ni provisoire. Elle dure depuis longtemps. Je le répète, j'ai été élu pour la première fois dans ce Parlement en 1994. J'y suis revenu en 2004 et j'ai été vice-président du Parlement et je connais beaucoup d'entre vous personnellement, beaucoup, ceux qui étaient de ces époques-là. Nous avons travaillé ensemble et je crois bien travailler ensemble. Je crois avoir été un vice-président à ma place qui a fait un travail correct. Et j'ai toujours respecté le travail du Parlement. Le travail du Parlement sur la régulation financière, le travail du Parlement sur l'union bancaire. Et le Parlement a beaucoup contribué à infléchir les accords initiaux du Conseil en la matière. Le travail du Parlement sur le six-pack et sur le two-pack. Le travail du Parlement sur tout ce qui concerne l'évolution prévisible et souhaitée de la Troïka. Alors après, vous évoquez, c'est vrai, un certain nombre de malentendus et de concours de circonstances que je veux adresser ici et dont je veux vous dire que je les regrette sincèrement. D'abord, je suis venu devant votre commission, que je connais bien, c'était avec mon collègue et ami Wolfgang Schäuble en décembre 2012. Ensuite, il y a eu des rendez-vous manqués, que je le redis, je regrette. Le 14 novembre 2013, j'étais pas disponible. Le 12 et 13 février 2014, j'étais aux États-Unis en visite d'État du président de la République. Le 17 mars, c'est là où il y a eu un vrai problème. J'ai été invité à une réunion budgétaire, à l'époque très tendue, sur la préparation du PES stable par le président de la République. J'ai informé les services de la Commission 3 jours avant. J'ai demandé que des regrets soient faits aux membres de la Commission. Ça n'a pas pu être fait. Encore une fois, je le regrette. Et puis j'ai été invité le 17 avril, mais là, un problème, je n'étais plus ministre et même pas encore parlementaire. Dans les nouvelles fonctions qui sont les miennes et qui sont différentes de commissaire européen, je le redis, de manière définitive, de manière ferme, de manière absolue, je suis à la disposition de votre commission et je dirais même de vos commissions parce que j'accorde à ça la plus grande importance. Thank you. Hugues Bayet. Merci. Hugues Bayet pour le groupe SED. Président, Monsieur le Commissaire, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, vous devez tout faire pour soutenir la croissance et l'emploi et vous mettez notamment en avant ce grand plan d'investissement de 300 milliards pour soutenir l'investissement privé et public. Je voudrais savoir de manière un peu plus précise ce que vous comptez faire, parce que quand on regarde les investissements privés, on voit que malheureusement le mécanisme TLTRO ne fonctionne pas. Les banques nous disant qu'il n'y a pas assez de demandes pour créer de l'investissement privé. Et je me pose aussi également beaucoup de questions sur l'investissement public. Quand on voit la dette de nos États, comment allez-vous pouvoir soutenir nos investissements publics
public productif, et je dis bien productif, pas dans le seul objectif d'alourdir la dette, mais je pense par exemple à nos autoroutes, à nos zonings industriels, à nos plateformes multimodales, aux aéroports, aux hôpitaux, aux logements sociaux, qui sont nécessaires, je pense, pour soutenir la croissance. Et quand on sait qu'en plus, ces investissements publics sont par ailleurs comptabilisés uniquement par Eurostat comme dépenses dans notre dette, mais jamais en termes de patrimoine ou d'amortissement, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on va pouvoir avancer sur ce sujet. Et c'est vraiment ça que je voudrais, parce qu'on parle beaucoup de la France et des règles, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quand même comment est-ce qu'on va soutenir et relancer cette croissance et comment est-ce qu'on va soutenir l'économie réelle. Je pense que c'est vraiment ça dont on a besoin. Merci. En effet, Monsieur Bayet, je crois que c'est ça l'essentiel. C'est comment, dans les 5 ans qui viennent, nous relevons le défi que j'ai caractérisé comme étant de conjurer la menace du déclin de notre économie qui menace et qui touche nos populations. Je veux le dire ici d'ailleurs, de manière un peu grave, si dans les 5 ans qui viennent, nous n'inversons pas le cours des choses, je pense que c'est le projet européen lui-même qui est menacé. Et quand je parlais d'Europe de la dernière chance, je pense que cette commission est aussi un peu la commission de la dernière chance, et ce Parlement est le Parlement de la dernière chance. Ensemble, nous devons travailler dans le même sens, qui est plus de croissance, plus d'emplois, plus de justice, plus de progrès social en Europe. Et ça passe par cette notion absolument cardinale qui est en effet l'investissement. L'investissement, c'est ce qui prépare l'avenir. Quand un continent n'investit plus, il ne prépare pas suffisamment son futur. Or, il y a bien ce qu'on appelle un investment gap, pardonnez-moi, je ne veux pas être pédant, c'est-à-dire le fait que l'investissement aujourd'hui est 17% inférieur à ce qu'il était avant la crise. Ce n'est pas acceptable. Et dans cette mesure-là, le plan d'investissement proposé par Jean-Claude Juncker est absolument indispensable. Il représente 300 milliards d'euros sur 3 ans. Et il y a un certain nombre de principes qui vont être observés. D'abord, il doit être ciblé sur les secteurs qui sont créateurs d'emplois. Ensuite, il faut que les choses soient rapides. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre 2017 pour que ça se mette en place. C'est dans les 3 mois que la Commission, et là nous allons y travailler avec Jyrki Katainen notamment, doit prendre ses décisions et faire ses propositions. Et puis, troisièmement, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'investissement privé et l'investissement public. Je dirais investissement privé autant que possible et investissement public quand c'est nécessaire. Et pour ça, il faut aussi qu'on travaille sur les outils financiers. Nous avons notamment un outil formidable à notre disposition qui s'appelle la Banque européenne d'investissement. Nous avons augmenté son capital. Ça lui a permis d'augmenter de 50% sa capacité de prêt. Il faut sans doute aller encore plus loin et être au secours à la fois de nos petites et moyennes entreprises et des dépenses infrastructures indispensables pour le continent. Mais l'investissement, c'est la base de tout. C'est essentiel, au même titre que le reste. Croissance, consolidation budgétaire, il faut faire les deux. Thank you. Je vous remercie, Monsieur Darius Rosati, pour le PPE. Merci. Monsieur le commissaire désigné, le gouvernement français vient d'annoncer que la France n'avait pas l'intention de réduire son déficit avant 2017. J'ai 2 questions. Premièrement, quel est votre avis? Bon, je comprends que vous ne soyez pas encore désigné, mais quel est votre avis si l'on accorde un traitement particulier à la France en vertu de ces soi-disant circonstances particulières? Et quelles sont ces circonstances particulières, le cas échéant? Deuxième question, ce laxisme budgétaire est-il dû uniquement aux règles de flexibilité ou plutôt à la mauvaise application des règles? Monsieur le Président, je demande l'avis du commissaire désigné, étant donné que la France peut se retrouver dans une situation de violation des règles. Je l'ai dit, je suis venu ici avec la volonté de répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient, et donc celle-ci ne me gêne pas, encore une fois, ni pour le passé, ni pour le futur. J'y suis venu, je crois, avec sincérité, bonne foi, vous l'entendez depuis que je suis ici. Je ne suis pas là pour être l'avocat d'un pays, je ne suis plus son ministre de l'économie et des finances. Je ne suis pas là non plus pour être son procureur ou son juge. Je suis là pour être commissaire européen et pour faire appliquer des règles qui s'appliquent à tous, à tous. Nous sommes 28 pays dans l'Union européenne. Et la France doit les appliquer comme tous. Il n'y a pas de grands pays et de petits pays dans l'Europe. Il n'y a pas d'anciens pays et de nouveaux pays dans l'Europe. Il n'y a pas des pays privilégiés et des pays qui ne le sont pas dans l'Europe. Et je le répète, Madame Grossetête, puisque il y a une interdiction, la France n'a pas violé les règles. Tout ce qui a été fait l'a été dans le cadre des règles. Tout ce qui a été fait l'a été avec l'accord de la Commission européenne. C'est un fait. C'est un fait. Mais comment pouvez-vous dire le contraire? Mais je reviens à la question de M. Rosati pour lui dire 2 choses.
D'abord, sur les circonstances exceptionnelles, elles sont prévues par les textes. Elles supposent qu'il y ait une récession sévère, non pas dans un pays, mais dans l'ensemble de la zone euro. Et c'est au regard de ça qu'il faut examiner si elles s'appliquent. Je n'ai pas aujourd'hui les éléments, je le répète, je ne suis pas commissaire en charge, mais nous ne sommes pas, me semble-t-il, dans cette situation-là, dans la zone euro. Et donc, encore une fois, ce sont toujours nos règles qui doivent prévaloir et absolument rien d'autre. Et donc, il est hors de question qu'il y ait un laxisme. J'ai dit tout à l'heure, dans mon introduction, que je voulais agir sans excès de complaisance pour les uns, sans sévérité excessive pour les autres. Ça vaut pour tous les pays, dans un sens comme dans l'autre. Ce sera très exactement ma règle de conduite demain, comme commissaire chargé des affaires économiques et financières. Thank you. Merci beaucoup. Fabio De Masi, de la GUE. Monsieur Moscovici, je suis toujours impressionné de la façon dont mes collègues ne se laissent pas impressionner même par votre expérience. Nous savons que les pays qui ont fait le plus d'économies, qui ont dû épargner le plus, sont ceux qui ont la dette la plus élevée. Et je suis impressionné par le fait que mes collègues, eux, ne sont pas du tout impressionnés par la réalité. Moi, je suis pour des finances solides des États. Et c'est pourquoi j'aimerais vous poser la question suivante. Une enquête a été lancée contre l'Irlande et le Luxembourg à propos d'Apple et d'autres. Il s'agit de concurrence fiscale déloyale. Est-ce que vous allez, même si un candidat conservateur et président actuel a exercé des responsabilités au Luxembourg, est-ce que vous allez, indépendamment de cela, soutenir la procédure en cours, même contre la volonté de M. Juncker? Et puis, j'aimerais savoir ce que vous pensez du fait que les taxes bancaires dans certains pays devraient pouvoir être soustraites à l'impôt, déduites des impôts. Vous évoquez un point dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est le fait que je suis non seulement commissaire désigné aux affaires économiques et financières, mais aussi à la fiscalité et à l'union douanière. Et je vais vous dire, je vais me mettre le dire en souriant, que c'est quelque chose qui m'a surpris, mais que je trouve très cohérent. Pourquoi est-ce que ça m'a surpris? Parce que, comme tous les commissaires, j'ai été amené à rencontrer Jean-Claude Juncker, qui formait sa commission. Et il m'a dit, tu seras commissaire chargé des affaires économiques et financières. Ne le dis pas. Je suis sorti de son bureau, je ne l'ai pas dit. Mais il y a une chose qu'il ne m'avait pas dite, c'est que je serais commissaire à la fiscalité et à l'union douanière. Imaginez-vous que je l'ai découvert dans la conférence de presse du président. Et pourquoi? Ça veut dire qu'il me fait confiance pour ça. Nous ne sommes pas de la même nationalité, nous ne sommes pas du même parti. Il est luxembourgeois, je suis français à l'origine. Et j'agirai là avec sa pleine confiance et en totale indépendance. Comme un commissaire. Et c'est ça, et ça, je trouve ça extrêmement cohérent. Parce que dans les discussions auxquelles j'ai participé, par exemple, dans le cadre du G20, sur ces questions fiscales, qui sont délicates, sur les matières de lutte contre la fraude fiscale, qui sont essentielles, contre l'érosion des bases fiscales, qui est vitale, pour la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations. Il y a une cohérence étroite entre les questions économiques, financières et fiscales. Et c'est tout à fait cohérent que ce portefeuille soit rassemblé. Hier, il était séparé. Alors, à partir de ça, il y a des sujets qu'il faudra examiner de manière très attentive. Je pense notamment à tout ce qui concerne la fiscalité du numérique. C'est un vrai sujet. Et il faudra agir avec des idées, me semble-t-il, simples, que c'est à l'endroit où se forme le profit que doit se faire la taxation. Ça, c'est un principe de base qui devra bien sûr s'appliquer à nos propres règles. J'agirai avec, encore une fois, en matière fiscale aussi nos règles. Il ne s'agit pas d'accorder des dérogations à quiconque, il s'agit de les faire appliquer en toute matière. Mais cette matière fiscale est une matière passionnante. Et je le dis au passage, parce que je suis ici devant le Parlement européen, c'est un sujet sur lequel nous sommes trop paralysés par les règles de l'unanimité. Et il faudra peut-être, et c'est le sens d'ailleurs du succès que j'espère de la taxe sur les transactions financières, non pas généraliser, mais étendre le principe des coopérations renforcées. Mais c'est un sujet qui me passionne et dans lequel je m'investirai profondément avec l'esprit de justice
sociale et fiscale qui doit nous caractériser. Thank you. Merci. Molly Scott Cato pour les Verts. Merci. Je tiens à dire que je trouve qu'il est dépressif de voir la nature. On voit que le PPE attaque les politiques économiques françaises avec un commissaire désigné. Et ce n'a pas été la même chose lorsqu'il y a eu... ça a été la même chose lorsqu'on a eu un commissaire britannique hier. Mais j'aimerais maintenant parler de la taxe sur les transactions financières, la TTF. Je tiens à vous féliciter parce que vous avez adopté très rapidement une taxe sur les transactions financières et cela permet au secteur financier de contribuer au bien commun plutôt que de se concentrer uniquement sur les bénéfices. Néanmoins, une taxe est uniquement aussi efficace que son champ d'application. Donc la TTF française, elle est limitée principalement aux actions. Il est essentiel qu'une TTF européenne couvre suffisamment d'actifs et génère suffisamment de recettes pour avoir un impact sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc j'aimerais vous demander de nous rassurer qu'une taxe avec l'accord des pays participant à la coopération renforcée ressemblera plus à ce qui a été conçu par la Commission que ce qui a été conçu par la France. Est-ce que vous partagez toujours l'idée qu'une partie des recettes doivent être utilisées pour la lutte contre la pauvreté et le changement climatique en dehors de l'Union européenne? Et quid des pays participants? Merci. Merci, Madame. Bon, en effet, je suis là pour répondre à toutes les questions et je suis heureux quand il y a des questions qui portent sur autre chose qu'un pays qui me restera toujours très cher, mais qu'aujourd'hui je vais examiner comme un commissaire européen, avec les lunettes du commissaire européen, avec les règles du commissaire européen et avec cet esprit-là uniquement. Comme pour tous mes collègues, après tout, parce qu'on peut faire le procès à personne ici de sa nationalité, nous sommes des Européens. Sur la taxe sur les transactions financières, c'est un sujet auquel, en effet, je me suis attaché. Comme ministre de l'économie et des finances, dans mon pays, vous avez rappelé dans quelles circonstances, mais aussi dans le cadre européen. La Commission européenne avait fait une proposition qui n'a pas pu aboutir dans le cadre communautaire, et à partir de ce moment-là, 11 pays ont lancé une coopération renforcée. À l'initiative de cette coopération renforcée, il y avait notamment, je l'ai rappelé, une lettre que j'ai signée avec mon ancien collègue et toujours ami, Wolfgang Schäuble, ministre de l'économie et des finances de la République fédérale d'Allemagne. Je suis attaché au succès de cette coopération renforcée, pour deux raisons. D'abord parce que cette taxe va contribuer à faire en sorte que le secteur financier apporte sa juste part. Ça contrecarre aussi certaines activités comme le trading à haute fréquence qui ne sont pas des activités qui sont utiles. Et enfin, ça contribue, je vous le redis, à financer la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. Et puis, ça donne un exemple. C'est-à-dire que si nous sommes capables d'aboutir sur cette coopération renforcée, peut-être y en aura-t-il d'autres qui permettront de débloquer un certain nombre de sujets qui sont pendants pour l'Union européenne. Je vous redis ici que j'apporterai le soutien technique de la Commission qui n'est pas au premier plan et politique pour que cette taxe puisse aboutir. Et je dis aussi, ce qui a toujours été ma position, évidemment, comme ministre de l'économie et des finances français, il m'est arrivé de penser à certains intérêts français, mais qu'il faut que certains dérivés, au moins, soient taxés. C'est absolument vital. Donc j'aurai une vision proactive et ambitieuse de cette taxe que je souhaite voir aboutir, si possible, sous la présidence italienne. Ce sera un exemple. Thank you. Merci beaucoup. Pour la commission INTA, Tiziana Beghin. Merci. Monsieur le commissaire, l'union douanière représente un pilier fondamental de la politique commerciale de l'Union. Les normes et les procédures d'importation et d'exportation harmonisées sont d'une importance vitale pour l'Union européenne et la compétitivité de ses entreprises, en particulier les PME. En dépit des tentatives de modernisation des normes douanières, l'absence d'uniformité en matière d'application constitue un obstacle important et ne permet pas d'assurer l'égalité entre les opérateurs économiques de l'Union. Quelles mesures concrètes avez-vous l'intention de prendre pour assurer une application cohérente des normes communes et des procédures fondamentales comme les contrôles douaniers aux frontières extérieures de l'Union et pour mettre fin au forum shopping en matière de douane? Merci.
Merci de cette question. Je veux dire que je travaillerai aussi en liaison étroite avec votre commission sur cette partie de mon portefeuille, l'union douanière, qui est une partie très substantielle. L'union douanière, c'est un succès historique pour l'Union européenne. Je veux saluer les 123 000 douaniers. J'ai été ministre de l'économie et des finances, il y en a plusieurs dizaines de milliers en France. Je connais leur travail, qui est extrêmement important. C'est tout à fait fondamental, l'union douanière. Nous représentons 15% du commerce mondial. Nous avons 10 000 kilomètres de frontières extérieures. Nous sommes au cœur de 250 engagements internationaux. Et donc, ce n'est pas une partie mineure du portefeuille qui m'est attribuée. Elle est vitale, elle est essentielle. Et c'est un succès que nous devons conforter parce qu'il y a un sens politique derrière tout ça. C'est que nos concitoyens attendent de la protection. Ils ont le sentiment parfois d'être soumis à une déferlante commerciale, d'être abreuvés de produits contrefaits. Ce qui n'est pas rendre hommage au travail des services de douane. Et à partir de ce moment-là, ma tâche essentielle, parmi vous, avec vous, ce sera de passer du code douanier communautaire datant de 2008 à un code douanier plus ambitieux, qui soit celui de l'Union, au 1er mai 2016. Et avec les notions que vous avez évoquées au cœur, je ne vais pas rentrer ici dans le détail des règles de la communauté, mais la Commission va respecter pleinement les règles en vigueur pour permettre au Parlement européen et à ses commissions de se prononcer sur les actes pertinents, et ils seront nombreux. C'est donc ensemble que nous allons travailler à améliorer encore la protection douanière, à soutenir les douaniers. Je pense aussi qu'il faudra que nous mettions en place des outils informatiques communs pour permettre aux douanes européennes de travailler de manière plus rapide et plus efficace. Mais cette tâche-là, cette tâche de protection contre des dégâts ressentis de la mondialisation, elle sera tout à fait importante dans mon portefeuille et je la mènerai avec le Parlement et ses commissions étroitement. Thank you. Now Annelies Dodds. Je vous remercie, Madame Annelies Dodds, pour le groupe SED. Premièrement, je voudrais vous féliciter sur votre nomination comme commissaire européen et merci pour ce que vous avez dit sur le sujet de la justice fiscale. La Commission, comme vous le savez, a déclaré que la fraude fiscale, l'évasion fiscale coûtent à l'Europe jusqu'à 1 trillion d'euros. C'est là une somme énorme qui ne bénéficie pas aux services publics. C'est également une concurrence déloyale pour la plupart des entreprises qui travaillent en fonction des règles. Êtes-vous donc d'accord pour réduire cette évasion fiscale? Et Oxfam, Christian Aid et d'autres ont indiqué que toutes les multinationales devraient présenter leurs comptes pays par pays, exactement comme les banques sont censées le faire actuellement. Enfin, pouvez-vous envisager des mesures supplémentaires, telles qu'une liste noire européenne des paradis fiscaux, ainsi que la situation des banques et leur révocation lorsqu'elles participent à certaines activités? Thank you, Madame Dodds, for this question. Merci pour cette question, Madame Dodds. Cela me donne l'occasion de vous indiquer à quel point la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale ou le déplacement de bénéfices est importante pour moi. En tant que ministre des Finances, j'ai été impliqué sur cette question, surtout dans le cadre du G20. Donc nous avons travaillé pour lancer l'initiative PEPS et là aussi, l'Europe était en première ligne. Je vais également soutenir l'échange automatique d'informations en tant que norme mondiale, mais j'ai le sentiment que nous, Européens, nous devons faire figure d'exemple. En tant que ministre, j'ai également signé l'accord FATCA avec les États-Unis et là, les États-Unis ont joué un rôle important. Dans ce combat, j'aurai un engagement personnel, profond, parce que je pense que là aussi, c'est quelque chose qui est absolument terrible pour nos économies, la fraude fiscale. Cela réduit la capacité de réduction des déficits et je dirais que moralement, c'est tout à fait inacceptable. Et là où il n'y a pas suffisamment de règles, on voit ce qui se passe. Il y a des échanges transfrontaliers qui sont favorisés et ça ne devrait pas être le cas. Donc nous devons travailler contre la fraude, pour lutter contre la fraude au niveau international, mais également au sein de l'Union européenne. Je pense ici à la TVA. Il faut renforcer notre action.
Et également là-dessus, les premières décisions sont prises. Je vais sans aucun doute les renforcer et tenter d'œuvrer pour qu'elles soient mises en œuvre. Alors, vous m'avez également posé une question sur les paradis fiscaux. Je ne vais pas vous donner de réponse définitive parce qu'il faut encore travailler sur cette question. Mais je peux vous rappeler une expérience que j'ai eue en tant que ministre des Finances lorsque j'ai présenté une législation sur le système bancaire qui visait à dire que toutes les banques doivent déclarer leurs activités dans les paradis fiscaux. Alors, vous savez, parfois, on présente la France comme un pays qui n'est pas vraiment un exemple, mais je pense qu'il y a de bonnes choses qui ont été faites dans mon pays également. Thank you. Ludek. Merci. Ludek Niedermayer du PPE. Thank you, Mr. Chairman. Dear Commission Merci, Monsieur le Président. Monsieur le commissaire désigné, je ne vais pas parler de France, mais d'Europe. Excusez-moi. Mais les économies ne sont pas en bonne santé et certains pays sont confrontés à de graves problèmes de durabilité. Et puis, il y a des menaces de sécurité qui pèsent sur l'Europe et qui sapent la confiance. Monsieur Moscovici, vous avez beaucoup parlé de croissance, de stabilité sociale, mais ça ne sont pas les seules choses qui comptent. Je voudrais votre avis personnel. Il y a des pays qui vont avoir des problèmes de financement. Que vous pensez que c'est improbable. Et puis j'aimerais avoir aussi votre avis. Quelles sont les mesures que les pays devraient prendre pour réduire ce risque grave? Et enfin, si vous êtes confirmé, comment allez-vous motiver, inspirer ou forcer les ministres des Finances des États membres à entreprendre de telles réformes? Alors, je ne vous blâme pas de ne pas avoir posé de questions sur la France. Au contraire, je vous en remercie. Vous avez posé une question importante. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, cela fait longtemps que je pense que la dette publique et privée, c'est un danger pour l'économie et pour les services publics. Lorsque j'ai commencé dans les années 88-89 comme jeune fonctionnaire, le budget de l'éducation est devenu le premier budget avant même celui de la défense. Moi, je préfère que ce soit l'éducation qui soit financée, les hôpitaux, tout ce qui est bon pour les gens, pour la compétitivité. C'est pourquoi ce combat contre l'endettement est un combat que je mènerai avec beaucoup de fermeté parce que je suis convaincue que la dette n'est pas productive. Alors, est-ce que je crains maintenant des problèmes d'endettement à nouveau? Écoutez, je pense qu'au cours des années passées, beaucoup a été fait pour assurer la stabilité de l'eurozone. Et des progrès ont été faits par un grand nombre de pays, la Commission ayant joué son rôle. Nous avons essayé aussi de rompre le cercle vicieux et ce qui écarte l'écart entre la dette publique et la dette privée. Mais nous sommes toujours confrontés à un problème de dette publique. C'est pourquoi une partie importante de notre politique économique, et en particulier nos règles, porte sur la nécessité de cette réduction. Je serai très attentif à toute menace éventuelle qui pourrait ressurgir. Effectivement, c'est vrai que les choses s'améliorent. Et en tant que commissaire, je devrais convaincre et agir de façon à ce que mes collègues, les ministres des Finances dans le cadre de l'Eurogroupe et de l'ECOFIN, soient très prudents en la matière. Merci. Bernard Monod pour les non-inscrits. Oui, Monsieur Moscovici, il est très clair maintenant, d'après votre réponse précédente, que vous êtes prêt à mettre la France sous tutelle aux ordres de la Commission européenne et de l'Eurogroupe. Si. Par ailleurs, je m'interroge sur la pertinence de l'architecture de la Commission et sur la concurrence entre les commissaires. Elle me rappelle étrangement l'organisation de Bercy sous votre ministère et mènera hélas au même résultat, à la cacophonie. Vous serez inaudible. L'analyse de l'échec caractérisé de votre mission comme ministre de l'économie et des finances en France tient notamment à la dispersion des portefeuilles, puisque vous aviez 7 ministres en charge des affaires économiques.
Vos collègues Cahuzac ou Montebourg ont tenu les devants de la scène et votre autorité n'a jamais été affirmée. Or, votre portefeuille est à la fois dépossédé des questions de l'euro, des marchés financiers, et en plus, vous êtes cornaqué par un vice-président chargé de la croissance économique, de l'investissement et également de la compétitivité. Dans cette organisation matricielle où la responsabilité est éclatée, qui va faire quoi? Est-il vrai que toutes vos initiatives devront être approuvées préalablement par le vice-président à l'euro, M. Dombrovskis? La confusion des rôles est telle que même le président de notre commission Econ a dû écrire à M. Juncker pour lui demander de préciser qui fera quoi. Je m'associe à cette question et j'ajoute qu'avec une telle usine à gaz, la solution sera la de M. Pascal Lamy, c'est-à-dire la... Monsieur Monod, je ne reviens pas sur la France une fois de plus, mais je pense que le mot tutelle n'existe pas dans le vocabulaire européen ni dans l'esprit européen. Vous ne comprenez pas ça. Les règles ne prévoient pas de tutelle. Il ne s'agit absolument pas de ce genre de choses. Mais je vais répondre à votre autre question qui est une question, je crois, importante sur l'organisation de la Commission. Le président Juncker a choisi une nouvelle organisation qui est un défi pour nous tous, que nous allons relever ensemble. Il a choisi d'organiser la Commission autrement et de déléguer une partie de ses pouvoirs à un groupe de vice-présidents. Moi, j'ai un portefeuille large qui couvre 2 directions générales et je vais contribuer aux travaux de 6 des 7 vice-présidents dans leurs tâches de coordination. Ce n'est pas, là encore, une tutelle. C'est une chance de contribuer aux priorités de cette Commission. C'est une marque de confiance du président Juncker et ça nous oblige à travailler ensemble. Je sais que ça peut paraître étranger à certains, mais ça s'appelle la collégialité, tout simplement. Alors concrètement, les réponses sont en effet données par le président Juncker. Les directions générales, Ecofin et Taxud, elles sont 2. Elles sont sous mon autorité. Mais les vice-présidents peuvent demander des notes en concertation avec moi, et c'est leur rôle, notamment lorsqu'ils représentent le président. Deuxièmement, s'agissant de l'ordre du jour du collège, il faut un accord du vice-président concerné. Ce n'est pas un veto ou un blocage. Je pense qu'il faut quand même changer nos catégories mentales. C'est la question de la collégialité et de la qualité de nos travaux. Il y a de la confiance nécessaire. Il y en a entre Jyrki Katainen, Valdis Dombrovskis et moi. Pourquoi passerions-nous nos temps dans des conflits bureaucratiques inutiles? Et puis troisièmement, il y a la question de la représentation externe de la zone euro. On va en parler avec mes collègues, mais Jean-Claude Juncker a déjà indiqué que je représenterai la Commission à l'Eurogroupe dans sa conférence de presse. Pour le reste, il faut laisser à la Commission et à son président la capacité de s'organiser. C'est la lettre et l'esprit des traités. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je suis tout à fait tranquille avec ça. J'ai confiance dans cette organisation. Je jouerai le jeu. Et notamment avec Jyrki Katainen et Valdis Dombrovskis, nous avons une intention ferme qui est d'être une équipe économique au service de l'Europe. Thank you. Merci. Yorgos Christos. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon, je ne poserai pas de questions sur les budgets excédentaires et les déficits. Après tout, je viens de Grèce. Monsieur le commissaire désigné, j'ai lu vos réponses écrites et j'en ai conclu que vous êtes en faveur de solutions pour encourager les gouvernements des États membres à promouvoir des changements structurels nécessaires, bien que difficiles. Pouvez-vous élaborer sur cette question? Cela me paraît intéressant car cela pourrait réduire les coûts qui sont souvent associés à des changements structurels délicats. Des gouvernements en France, en Italie, en Grèce, ailleurs, pourraient ainsi devenir plus dynamiques et avoir une approche plus efficace. Merci beaucoup, Monsieur Christos, de cette question. Je veux dire une chose au passage. C'est que, je l'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps comme ministre de l'économie et des finances à travailler dans le cadre de l'Eurogroupe sur la situation des pays sous programme. J'ai eu l'occasion de venir 3 fois dans votre pays. La dernière fois, c'était il y a un petit mois où j'ai eu l'occasion de rencontrer votre Premier ministre, M. Samaras. Comme ministre de l'économie et des finances, je me suis battu, à l'époque c'était Juncker, le président de l'Eurogroupe, pour qu'on préserve l'intégrité de la zone euro et pour que la Grèce reste dans la zone euro. Je pense que c'était une bonne décision. Je m'en réjouis. Et j'ai mené ce combat avec beaucoup d'activités de fermeté. J'étais d'ailleurs dès le 14 septembre 2012 dans votre pays, après avoir rencontré le Premier ministre avec le Président de la République à la fin juin. Et une de mes premières visites
comme commissaire, parce qu'il y a une activité internationale importante, se fera en Grèce et aussi à Chypre, pour témoigner de notre solidarité et pour travailler avec les autorités de ces deux pays. À quoi? À la relance de la croissance. Et là, vous posez une autre question, qui est comment concilier croissance et réformes structurelles. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Les réformes structurelles ne sont pas des réformes qui sont là pour faire mal, ce sont des réformes qui sont là pour augmenter le potentiel de compétitivité de l'économie, pour lui permettre d'investir davantage, et elles doivent concerner tout ce qu'on sait, c'est-à-dire à la fois le marché du travail, mais aussi la qualité des infrastructures, la formation professionnelle, le système de logement. Il ne s'agit pas pour la Commission d'être dans tous les détails, mais il s'agit effectivement de faire en sorte que nos économies, en fonction de leur situation, qui ne sont pas toutes les mêmes bien sûr, il y a des pays qui ont une avance sur d'autres, il y a d'autres qui ont un retard à combler ou qui ont des efforts supplémentaires à faire, eh bien nous fassions ces réformes. Pourquoi faire? Pour avoir une économie plus réactive, une économie plus créative, pour avoir une économie plus forte, pour avoir une économie qui soit capable de créer plus d'emplois, qui soit capable d'investir davantage. Et ça, la Commission a là un rôle à jouer, un rôle moteur. Les États membres conservent le rôle essentiel, sans tutelle, encore une fois, mais avec une volonté d'aller dans ce sens très précis, et je serai un commissaire réformiste. Thank you. Now on behalf of the... Merci. À présent, pour la commission IMCO, Madame Marlène Mizzi. Merci, Monsieur le Président. Je n'aime pas me concentrer sur ce qui s'est passé ou pas en France par le passé. Moi, j'aimerais me concentrer sur ce que nous aimerions voir à l'avenir pour l'Union européenne. Au cours du dernier mandat, le Parlement a réussi à adopter le Code des douanes modernisé. L'objectif principal est d'aller vers un système de douane européenne électronique. La non-conformité et des produits non conformes passent à travers les douanes, ce qui cause des dégâts pour les citoyens et une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises qui respectent les normes environnementales et sociales notamment. Êtes-vous prêt à avoir une action plus coordonnée, une coopération plus coordonnée entre les autorités de surveillance des marchés pour garantir la sécurité des produits et pour éviter le dumping à partir de produits non conformes? Qu'allez-vous faire pour garantir une bonne mise en œuvre des pays pour avoir des actions concrètes contre les produits contrefaits, et parce qu'il y a des pertes de 100 millions d'euros et une perte de recettes. Et puis enfin, quelles sont les étapes concrètes que vous allez adopter pour assurer une application cohérente du Code des douanes, et comment allez-vous avoir une définition? Et puis, fin de l'intervention, malheureusement, hors micro. Merci. Merci, Madame. Écoutez, je le redis, l'union douanière, la douane, c'est une partie tout à fait intégrante et importante du portefeuille. Et la tâche essentielle du commissaire chargé de l'union douanière, ce sera, avec vous, de mettre en place ce nouveau code qui sera le code de l'Union d'ici à 2016, et nous aurons à travailler sur un très grand nombre d'actes délégués. Vous avez souligné au passage la nécessité de mettre en place des outils informatiques qui soient communs. Pourquoi faire? Pour permettre aux douanes tout simplement d'agir de manière plus efficace. Mais vous avez souligné aussi d'autres points qui sont tout à fait importants pour moi, qui est la nécessité d'améliorer la coopération entre les douanes et d'autres autorités, notamment les autorités de marché. Parce qu'il y a là une interaction qui est tout à fait évidente. Il y a plus de 60 actes législatifs pour lesquels les douanes sont requis afin d'améliorer les situations liées à des échanges ou à des mouvements transfrontières. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on travaille notamment au développement de ce qu'on appelle le single window pour faciliter le flux d'informations entre les différentes autorités impliquées. Donc il faudra qu'on travaille aussi avec les autorités du marché intérieur, pour être tout à fait clair. Vous m'avez aussi interrogé sur le principe du pays d'origine. Vous faites référence là à des règles non préférentielles d'origine applicables à des importations. Dans cette mesure-là, je veillerai, en appliquant la nouvelle législation douanière, à la possibilité d'inclure une liste extensive de produits avec des règles spécifiques d'interprétation du principe qu'on appelle Last Substantial Transformation. Mais nous aurons l'occasion de travailler sur tout ça. Ma volonté, c'est vraiment, avec le Parlement européen,
d'avancer vers un code des douanes ambitieux et intelligent. Thank you. Notis Marias. Merci, Monsieur Marias. Merci. Monsieur le commissaire désigné, le Parlement européen, dans le cadre d'une résolution en date de mars 2014, a estimé que la politique de la Troïka en Irlande, au Portugal, en Grèce et en Chypre a été une catastrophe. Monsieur Moscovici, la Troïka a fait de la Grèce un cimetière. Mon pays est devenu empli de chômeurs et de pauvres. Une crise humanitaire terrible a été déclenchée. La responsabilité, pour nous, elle vient de l'Eurogroupe. Et en tant que ministre français, vous en étiez membre. Vous avez même joué un rôle déterminant. D'où ma question. Êtes-vous satisfait des résultats désastreux entraînés par la politique de la Troïka en Grèce? Et sinon, en tant que commissaire, qu'allez-vous faire pour indemniser la Grèce, pour que la Troïka indemnise la Grèce et pour que l'on remédie à la dette? Si vous pensez que cette politique a été erronée, pourquoi n'avez-vous pas procédé à un exercice d'autocritique? Pourquoi devrions-nous vous donner la possibilité de continuer à détruire la vie des Européens en tant que commissaire cette fois? Monsieur le député, je respecte vos convictions. Nous ne les partageons pas, à l'évidence. Moi, comme ministre de l'économie et des finances, au sein de l'Eurogroupe, il y a pu y avoir un débat d'ailleurs, j'ai été persuadé d'emblée qu'il était fondamental de préserver l'intégrité de la zone euro et que la Grèce, qui est un grand pays, qui est lié plus que d'autres à l'histoire de la démocratie européenne, continue à appartenir à la zone euro. Et j'ai passé, avec mes collègues, un certain nombre de nuits à faire en sorte que les programmes soient financés. C'est vrai que je connais la colère qui existe en Grèce. Je l'ai dit, j'ai été 3 fois dans votre pays. La dernière fois encore, il y a un mois. Je sais qu'il y a besoin, je l'ai dit tout à l'heure à M. Giegold, d'infléchir la façon dont fonctionne la Troïka, sans doute. Je sais aussi que nous devons être parfois moins intrusifs dans la manière dont nous définissons les réformes. Mais en même temps, je pense que ces réformes étaient nécessaires. Nécessaires à la Grèce, nécessaires à l'Europe, nécessaire à l'économie grecque. Ça, c'est ma conviction très profonde. Et donc, je ne suis pas, vous le comprenez, dans l'attitude de quelqu'un qui vient en pénitent, en flagellant, en promettant je ne sais quel dédommagement. Je pense en revanche qu'il faut être plus attentif que nous l'avons été jusqu'à présent au sort des populations, à la manière dont ces réformes se traduisent socialement. Et là-dessus, le président Juncker a dit à quel point il était important pour lui qu'il y ait cette dimension sociale prise en compte dans la manière dont les réformes sont conduites, notamment dans les pays sous programme. Et c'est la raison pour laquelle, je le redis ici, étant très attentif à ces questions et ne fuyant aucune forme de dialogue, un de mes premiers déplacements, sinon le premier, sera pour la Grèce à nouveau, pour examiner la façon dont nos programmes se mettent en place et quelles améliorations nous pouvons apporter. Mais oui, mon option fondamentale, je l'ai dit, je le redis, je l'assume, c'est bien que la Grèce soit dans la zone euro et je m'en réjouis. Thank you. Je vous remercie. Michael Theurer. ALDE. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le commissaire désigné, la dette explose. Alors, je ne veux pas entrer dans la discussion ou le conflit qui porte sur la mise en œuvre des recommandations spécifiques pays et savoir si ça vous qualifie en tant que commissaire, mais est-ce que ça fait partie de votre portefeuille, cette recommandation spécifique pays? Et puis, vous avez dit ce que devaient faire Katainen et Dombrovskis. Mais pourriez-vous clarifier votre rôle? Seriez-vous d'accord pour dire que M. Juncker est le boss de Dombrovskis et M. Dombrovskis est votre boss? Troisième question. Vous avez souligné la coopération collective, agir en tant que collège au sein de la Commission. Mais dans la presse française, vous avez donné l'impression que vous alliez vouloir ébranler la Commission. Est-ce que ce n'est pas un peu schizophrène? Je vais commencer peut-être par ce dernier point, parce que j'entends parler souvent de schizophrénie.
nous avons tous des histoires familiales. Il se trouve que mon père est un professeur de psychologie sociale et que ma mère était psychanalyste. Mais pour ce qui me concerne, je me sens psychologiquement tout à fait stable. Et donc, absolument pas dans une situation de schizophrénie, de paranoïa ou de tout ce que vous voulez. Je pense avoir un équilibre qui est basé sur des convictions, sur une expérience, sur un tempérament et sur une volonté de dialogue avec tous. Et c'est comme ça que j'agirai. Pour le reste, oui, les Country Specific Recommendations sont évidemment dans le portefeuille et nous devons travailler à faire en sorte que leur application soit plus efficace. Car jusqu'à présent, le taux d'application des Country Specific Recommendations est évidemment beaucoup trop faible. Sur le dernier point, je vais peut-être m'y attarder un peu davantage. L'histoire de boss, pas boss. Il y a un président dans la Commission européenne et il a un rôle particulier qui est prévu par les traités. Et lui, il a une autorité personnelle. Le président Juncker a choisi, dans certains cas et dans certaines situations, de déléguer ses pouvoirs de président à des vice-présidents. Et à partir du moment où ces vice-présidents ont des pouvoirs délégués, et dans l'exercice de ces pouvoirs délégués, ils sont équivalents à ce qu'est le président. Et je travaillerai bien sûr dans cet esprit-là. Mais fondamentalement, et tout le monde le sait ici, parce que comme parlementaire européen, vous travaillez avec la Commission, pour certains depuis longtemps, et avec plusieurs commissions. L'esprit de la Commission, c'est la collégialité. Ça n'est pas la supervision, ça n'est pas la tutelle, ça n'est pas le chaperonnage, ça n'est pas la hiérarchie, c'est travailler ensemble. Et ce que nous voulons faire avec Valdis Dombrovskis et avec Jyrki Katainen, c'est travailler ensemble. Hier encore, j'étais avec M. Dombrovskis, dans tous les aspects de notre portefeuille. Pourquoi? Parce que si nous ne tirons pas dans le même sens, si nous passons notre temps à savoir qui fait quoi, pendant ce temps-là, on ne travaille pas, on n'avance pas. Et donc non, mon intention à moi n'est pas d'ébranler la Commission, c'est de la renforcer et d'y mettre ma force de travail, ma conviction, toute mon énergie pour que les choses avancent. Avec les autres, pas contre les autres. Thank you. Merci. Au nom de la commission INTA, Pedro Silva Pereira. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le commissaire désigné, au nom de la commission INTA, je voudrais vous poser 2 questions supplémentaires, comme cela a été décidé par les groupes politiques de l'INTA. Vous reconnaissez l'importance qu'il y a d'un commerce international équitable pour l'agenda européen de la croissance économique. Alors, quelles sont vos priorités et quelles sont les initiatives que vous voulez proposer sur la coopération douanière internationale et la fixation de normes mondiales, en particulier sur les facilitations commerciales. Et je voudrais savoir comment vous avez l'intention, avec les principaux partenaires de l'Union, d'évoquer les défis liés aux questions de douane, la sauvegarde des flux de génériques, sécurité de la chaîne d'approvisionnement et lutte contre tout type de fraude, ce qui est capital pour les opérateurs économiques de l'Union. Merci. Merci beaucoup. Vous m'avez interrogé sur la coopération douanière internationale, qui est essentielle, effectivement, pour l'union douanière. En tant qu'activité qui est effectuée aux frontières extérieures de l'Union, les douanes ont une dimension internationale intrinsèque. Les importations d'un pays constituent les exportations pour un autre. L'Union coopère déjà avec des pays partenaires au plan bilatéral et multilatéral, en particulier sur les questions de sécurité et de protection des citoyens, en promouvant la facilitation commerciale et en luttant contre les marchandises qui enfreignent les lois. Nous avons des accords de coopération avec nos principaux partenaires commerciaux, mais nous avons aussi des accords sur la sécurité des chaînes d'approvisionnement, dispositions, règles d'origine
et facilitation commerciale, qui figurent d'ailleurs dans tous ces accords commerciaux. Et l'Union participe également à la fixation des normes internationales dans le cadre de l'Organisation mondiale des douanes. Et pendant mon mandat, j'agirai effectivement avec ma collègue Cecilia Malmström dans le cadre du collège pour mettre l'accent en particulier sur les relations douanières transatlantiques et la coopération aux frontières de l'Est de l'Union et aux frontières méditerranéennes. Et je travaillerai également à la coopération douanière avec la Chine. Le TTIP et ses aspects douaniers sera également à mon programme et à mon ordre du jour. Et je devrais travailler sur ce dossier avec Mme Malmström. C'est le cas aussi dans le cadre de la coopération avec la Chine pour renforcer les droits de propriété intellectuelle. Je pense en particulier aussi au rapport avec l'Ukraine et la Russie. Donc, cet aspect de coopération internationale est un élément clé du travail que je ferai dans ce domaine. Madame Sirpa Pietikäinen. Merci. J'ai deux questions à vous poser. Comme nous le savons, l'équilibre économique, c'est les recettes et les dépenses. Vous avez déjà parlé de votre engagement pour vous attaquer à la fraude et à l'évasion fiscale. Donc, je n'attends pas de vous que vous répétiez tout ça, mais la question est la suivante. Est-ce que vous êtes prête à vous engager sur le programme de la Commission actuelle en ce qui concerne une meilleure fiscalité, plus le Parlement a déjà mené quelques travaux sur cette question. Et puis, en ce qui concerne l'économie numérique, quelles seraient vos stratégies pour développer une bonne fiscalité et lutter contre l'évasion fiscale en Europe? Et puis, deuxième question, comment développer le semestre européen et les sanctions et les incitants qui existent pour avoir des changements structurels et de la croissance. Merci. Merci. Tout d'abord, je le répète, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, l'application de l'initiative PEPS, l'entrée en vigueur d'une norme mondiale pour l'échange automatique d'informations, tout cela, ce sera une de mes premières priorités en tant que commissaire en charge de la fiscalité. C'est essentiel pour les citoyens. C'est une des grandes tâches politiques de notre Union. Nous devons travailler sur cette question avec toute notre énergie, avec toute notre force, et je vais consacrer une grande partie de mon énergie à cela. Deuxièmement, j'agirai sur la base de ce qui a déjà été décidé par la Commission et sur la base de ce qui a été proposé par le Parlement européen. Le problème, et là je parle des questions de fiscalité, le problème, disais-je, c'est que nous sommes trop souvent bloqués par la règle de l'unanimité. C'est la raison pour laquelle il est important que la question, le dossier taxe sur les transactions financières soit couronné de succès. Parce que si on peut montrer que les coopérations renforcées peuvent être couronnées de succès, on pourrait peut-être en avoir d'autres tout aussi efficaces. En ce qui concerne le semestre européen et le lien avec la fiscalité, vous le savez, la fiscalité, c'est en grande partie une compétence nationale, mais nous devons également œuvrer à l'harmonisation. Nous devons également tenter de renforcer l'équité sociale et économique de notre système. Et là, le système européen, me semble-t-il, pourrait intégrer davantage ces questions de fiscalité, tout en respectant bien évidemment le principe de subsidiarité. Ce principe, il nous tient à cœur, à tous. Les parlements nationaux s'en tiennent à leur souveraineté en matière fiscale, mais je pense que l'Union a un rôle important à jouer. Et il faut renforcer la place de la fiscalité dans le semestre européen. Merci. Siegfried Muresan, PPE. Merci. Monsieur le commissaire désigné, vous avez dit à plusieurs reprises que vous êtes ici en tant que commissaire désigné, pas en tant qu'ancien ministre des Finances français. Mais nous ne pouvons bien sûr pas oublier vos performances, votre échec en tant que ministre des Finances, avec une augmentation du chômage, de la dette française, baisse de la compétitivité, avec des entreprises qui quittent la France. Nous ne voulons pas que cela arrive
population européenne pendant que vous serez en charge du portefeuille économie. Alors, je vous pose ma question. D'abord, la dette publique en France a atteint les 95% cette année, selon un projet de budget. Êtes-vous d'accord pour dire qu'un niveau aussi élevé de dette, tel qu'il a été présenté, constitue un risque pour l'économie et pour les emplois? Deuxième question. Lorsque vous étiez ministre des Finances, vous avez à plusieurs reprises présenté des chiffres macroéconomiques trop optimistes. Par exemple, les perspectives de croissance pour la France. Est-ce que c'était là une erreur? Serez-vous plus prudent à l'avenir en tant que commissaire européen chargé des affaires économiques? Je vais répondre à cette question comme à toutes les autres qui ont été posées sur le même thème, en vous redisant d'une part que comme ministre de l'économie et des finances français, j'ai été attaché au sérieux budgétaire, que j'ai réduit les déficits, qu'aucune de mes décisions n'a été prise en contravention des règles, que toutes mes décisions ont été prises en approbation de la Commission et du Conseil, toutes, absolument toutes, et je le répète, et en prévision et en exécution. Et donc, si vous voulez, encore une fois, je suis là, vous le voyez, pour répondre à toutes les questions, pour accepter tous les débats, mais bon, je suis là-dessus solide. Je pense qu'il faut à la fois se garder d'être l'avocat de la France, je ne le serai pas, et se garder aussi de faire le procès de ce grand pays. Parce que, je le dis au passage quand même, la France a besoin de l'Europe. Et moi, je suis là pour faire en sorte aussi que les règles européennes s'appliquent en France. Mais l'Europe a besoin de la France, et d'une France forte. Chaque fois que je parlais avec Wolfgang Schäuble, il me disait « We need a strong France ». Et ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Et donc, ne faisons pas en sorte d'affaiblir non plus ce pays, ce qui ne signifie pas, en quoi que ce soit, être indulgent ou manquer de crédibilité. Alors, après, vous m'interrogez sur les prévisions macroéconomiques. Les prévisions macroéconomiques, comme ministre de l'économie et des finances, j'ai proposé au Parlement, qu'il a accepté, à l'unanimité, gauche et droite, la création d'une instance qui s'appelle le Haut Conseil des finances publiques, qui est indépendante, qui est placée près de notre Cour des comptes et qui, par ailleurs, Madame Goulard, en effet, est en dialogue constant avec la DG ECFIN et tout cela est l'application du six-pack. Certains voulaient une règle d'or, nous avons fait ce choix qui a été approuvé par tous. Et cette institution, le Haut Conseil, nous reprend sans aucune indulgence les autorités françaises sur les prévisions de croissance, et de telle façon que nous ne sommes plus dans la situation que nous avons connue dans le passé, où des gouvernements pouvaient faire et dire n'importe quoi, et tout cela est soigneusement vérifié, et les règles européennes s'appliquent déjà en France. Thank you. Merci. Pardon, merci. Paul Tang, groupe SED. Thank you, Chairman. Merci, Monsieur le Président. C'est clair, les grands et les petits pays doivent être traités sur un pied d'égalité. Les mêmes règles s'appliquent à tous les pays. Et ça doit être vrai également pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Les possibilités d'évasion fiscale sont plus importantes pour les grandes entreprises. Et j'ai une question spécifique. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'avoir des rapports par pays pour les entreprises pour voir quelle est la situation? On voit que la situation actuelle n'est pas juste et n'est pas efficace. Ce qui m'amène à une deuxième question d'ordre plus général. Nous nous réjouissons du fait que votre portefeuille couvre la coordination économique et la fiscalité. Ça, c'est une occasion à saisir. La politique fiscale, c'est un élément essentiel de l'agenda pour la croissance et l'emploi. Mais comment allez-vous garantir que la politique fiscale de l'Union européenne soit pleinement intégrée dans le semestre européen? Et quelles sont les initiatives concrètes que vous allez prendre dans ce domaine? Merci. En ce qui concerne votre premier point, les tailles des entreprises, lorsque l'on regarde ce qui est réalisé sous l'égide du G20, eh bien c'est justement de cela que ça parle. Cette initiative PEPS, la lutte contre le déplacement de bénéfices, la lutte contre les trusts, l'intégration de l'économie numérique dans le champ d'application, tout cela cible, c'est le fait qu'il y a des activités transfrontalières du côté d'énormes entreprises qui évitent tout contrôle. C'est sur cette question que travaille le G20. L'Union européenne doit jouer un rôle important sur ce dossier. Alors, vous faites une proposition, je ne peux pas répondre directement à cela. On pourrait en parler en tête-à-tête.
Je soumettrai cette idée à mes DG, mais nous devons vraiment faire preuve de prudence. En ce qui concerne la fiscalité et le semestre européen maintenant, j'ai déjà donné une première réponse il y a quelques minutes. Je pense que la fiscalité, c'est en grande partie une question nationale, mais qu'au sein des législations nationales, il y a des distorsions qui sont néfastes à l'économie. Ainsi, on taxe trop le travail et pas suffisamment l'énergie. C'est la raison pour laquelle je pense que la Commission devrait faire des propositions visant à harmoniser, ou en tout cas visant à inviter les gouvernements nationaux à entreprendre des efforts dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle on devrait discuter davantage de fiscalité dans le semestre avec le Parlement, avec votre commission parlementaire. Je suis tout à fait convaincu que c'est nécessaire et je suis tout à fait disposé à travailler dans ce domaine avec vous, avec votre commission parlementaire, avec le Parlement, afin de renforcer la place que prend la fiscalité dans le semestre européen, parce qu'il nous faut une approche plus globale. Et je pense qu'il était tout à fait pertinent d'avoir un portefeuille qui comprend l'économie, les finances et la fiscalité. Ces trois éléments sont indissociables avec l'union douanière également. Merci. Patrick Le Yarrick pour la GUE. Monsieur le commissaire, est-ce que vous ne croyez pas que le crédit public puisse être un moyen pour nous sortir des difficultés actuelles? Puisque la Banque centrale fait de la création monétaire pour les banques privées, mais que ces banques aujourd'hui n'irriguent pas l'économie au même taux, est-ce qu'il ne faut pas conditionner la création monétaire pour les banques à l'efficacité économique et sociale? Et d'autre part, à partir d'un outil qui existe, c'est-à-dire l'article 123 du traité, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager la création, en lien avec la Banque d'investissement et la Banque centrale, d'un fonds européen, certains disent une sorte de trésor public, qui servirait au développement social, au développement humain et écologique, qui pourrait refinancer un certain nombre de dettes d'État et distribuerait un crédit sélectif en fonction de l'emploi créé, de l'investissement, des services publics européens qu'on pourrait développer et des infrastructures européennes créatrices d'emplois. Merci. Merci, Monsieur Le Yarrick. Là encore, il y a plusieurs questions. Je pense en effet qu'il est très important d'abord d'alimenter correctement l'économie en liquidité, ensuite de lutter contre la fragmentation financière qui a pu menacer la stabilité de nos systèmes financiers et d'assurer que les canaux de transition de la politique monétaire, transmission, marchent jusqu'à la petite entreprise. Il n'est pas normal qu'une entreprise se finance à des taux différents selon qu'elle est d'un côté ou de l'autre, par exemple de la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Et c'est la raison pour laquelle, comme commissaire, évidemment, je ferai très peu de commentaires sur l'action de la Banque centrale européenne, on le comprend, mais globalement, je pense que la Banque centrale européenne, sous la conduite de M. Draghi, a joué un rôle positif dans le sauvetage de la zone euro en prenant des mesures qui étaient appropriées. De la même façon, il était fondamental qu'avance l'union bancaire. Union bancaire qui permet de s'assurer, d'une part, que les banques sont saines, qui permet aussi de s'assurer de mécanismes de résolution en cas de faillite qui soient plus positifs. Enfin, il est indispensable de faire en sorte, en effet, que le système bancaire, que le système financier serve l'économie réelle. Et de ce point de vue-là, nous avons à la fois des outils publics et des outils privés. L'outil public, c'est la Banque européenne d'investissement, avec son bras armé, le Fonds européen d'investissement. Dans le cadre du programme d'investissement de 300 milliards d'euros décidé par Jean-Claude Juncker, à l'évidence, nous devons nous appuyer là-dessus. La BEI, avec son augmentation de capital, a déjà augmenté sa capacité de prêt de 50%. Le FEI est aussi plus actif. Faut-il aller plus loin? Et comment? Ce sera une des questions qui nous seront posées à Jyrki Katainen et moi-même quand nous allons examiner, en liaison avec Jonathan Hill, la façon dont ce plan sera mis en œuvre. Il y a sans doute là des capacités supérieures. Et pour l'investissement privé et pour l'investissement public en infrastructure que je n'aurais garde d'oublier. Par ailleurs, il y a le système bancaire privé et tout doit être fait. Tout doit être fait, en effet, pour que, parce qu'il est plus sûr, parce qu'il est moins fragmenté, parce qu'il est aussi mieux contrôlé, les fonds bancaires aillent vers l'entreprise. Parce que le système bancaire ne fonctionne pas en vase clos. C'est un système qui doit être au service de l'économie réelle davantage. Et ça, il nous reviendra d'y veiller. Voilà, vous avez donc pu suivre l'audition de Pierre Moscovici devant le Parlement européen. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.